Le milliardaire français a érigé des murailles contre le fils qu'il craignait d'aimer. Mais la vie lui a fait payer cher le rejet qui a marqué deux existences. Quand l'héritier est revenu, il a apporté des vérités qui blessent et qui libèrent. Et le père milliardaire supplierait pour obtenir ce qu'il avait autrefois méprisé. Commentez ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent. Et laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Paris a toujours été une ville qui ne dort jamais, une métropole où les gratte-ciels rivalisent avec les nuages et où les fortunes se font et se défont en l'espace d'une matinée. Au cœur de l'avenue des Champs-Élysées, entre les immeubles aux façades de verre et le va-et-vient incessant de cadres pressés, s'élevait le nom que tous connaissaient, mais que peu osaient prononcer avec familiarité. Beaumont. 8 lettres qui représentaient le luxe absolu, l'excellence inébranlable et un standard d'hospitalité qui avait transformé des hôtels en expériences inoubliables. Derrière cet empire, il y avait un homme dont la réputation précédait toute présentation. Alexandre Beaumont était craint, respecté et admiré dans des proportions tout aussi intenses, mais jamais vraiment aimé. Et peut-être, au fond de son âme méticuleusement blindée, était-ce exactement ainsi qu'il préférait les choses. À 38 ans, Alexandre avait bâti sa fortune sur une discipline implacable et une capacité quasi surhumaine à anticiper les tendances du marché. Son premier hôtel, acquis alors qu'il n'avait que 23 ans avec l'argent hérité de sa grand-mère, s'était transformé en 15 établissements répartis dans les principales métropoles françaises. Chacun d'eux portait le sceau inimitable de la perfection Beaumont. Il n'y avait pas de place pour l'erreur dans son univers, pas de tolérance pour la médiocrité, et certainement pas de place pour des sentiments qui pourraient compromettre des décisions rationnelles. L'histoire d'Alexandre avait commencé, bien avant les hôtels de luxe et les réunions dans des salles vitrées avec vue sur la ville. Elle avait commencé dans une grande maison vide où un garçon aux yeux sombres avait appris trop tôt que l'affection était une monnaie instable et que compter sur elle était le chemin le plus rapide vers la déception. Son père, un homme d'affaires raté et émotionnellement absent, voyait son fils comme le souvenir gênant de responsabilités qu'il n'avait jamais voulu assumer. Sa mère, élégante et distante, traitait la maternité comme une obligation sociale, non comme un lien. Ce fut sa grand-mère paternelle, Hélène, qui l'accueillit lorsque tout s'effondra. C'est elle qui lui enseigna que la seule chose sur laquelle on pouvait compter était son propre effort, sa propre capacité à ériger des murs assez hauts pour que la douleur n'entre pas. Hélène mourut quand Alexandre avait 21 ans, lui laissant non seulement un héritage financier, mais aussi une leçon gravée dans sa poitrine comme une cicatrice invisible. Le monde appartenait aux forts, le pouvoir était la seule sécurité réelle, et les sentiments étaient des distractions dangereuses qui affaiblissaient les hommes et détruisaient les empires. Alexandre absorba chaque mot, chaque enseignement, et se transforma en l'archétype de la froideur calculée. Les femmes entraient et sortaient de sa vie avec la même impersonnalité que des contrats commerciaux. Les relations étaient des transactions. Personne ne s'approchait assez pour le voir sans son armure. Jusqu'à ce mardi de mars où quelque chose d'inattendu fissurerait la surface impeccable de son contrôle. Alexandre était dans son bureau, au dernier étage de l'hôtel Phare, situé à Saint-Germain-des-Prés, en train de réviser des rapports financiers, lorsque la notification apparut sur l'écran de son ordinateur. Le Grand Beaumont Marais, l'un de ses établissements les plus stratégiques, avait enregistré une chute brutale, des évaluations en ligne, des commentaires négatifs sur le service, des plaintes concernant un nettoyage négligé, des clients mécontents qui menaçaient de ne jamais revenir. C'était inacceptable, inadmissible. Alexandre ne déléguait pas les crises, il les résolvait personnellement. Et quand quelque chose grinçait dans son empire, il n'envoyait pas de subalterne enquêter. Il y allait lui-même et coupait le problème à la racine. Le lendemain matin, Alexandre franchit les portes tournantes du Grand Beaumont Marais sans prévenir la direction. Il préférait ainsi. La surprise révélait la vérité que les réunions programmées cachaient. Le hall était impeccable, comme prévu. Marbre poli, lustres en cristal, composition florale qui exhalait la discrétion et le bon goût. Mais Alexandre ne se laissait pas tromper par les apparences. Il savait que l'excellence résidait dans les détails invisibles, dans les couloirs des étages supérieurs, dans les zones de service que les clients ne voyaient pas.
C'est là qu'il se dirigea, montant par les escaliers de secours, observant chaque recoin avec des yeux entraînés à détecter les failles. C'est dans le couloir du 8e étage qu'il la vit pour la première fois. Sophie Dubois poussait un chariot de nettoyage avec des mouvements précis et silencieux, comme quelqu'un qui connaissait chaque centimètre de cet espace. Elle portait l'uniforme standard des femmes de chambre, les cheveux châtains attachés en un chignon simple, sans maquillage, sans bijoux. Il y avait une dignité discrète dans sa manière de travailler, une attention méticuleuse dans chaque geste. Alexandre s'arrêta dans le couloir, l'observant. Non pas parce qu'elle était d'une beauté extraordinaire, mais parce qu'il y avait quelque chose dans sa posture qui l'intriguait. Elle ne se courbait pas. Elle ne montrait pas la hâte nerveuse qu'il voyait habituellement chez les employés lorsqu'ils savaient qu'ils étaient observés. Elle travaillait simplement, absorbée par sa propre concentration. Quand Sophie perçut enfin sa présence dans le couloir, elle se tourna avec tranquillité. Ses yeux bruns et attentifs croisèrent les siens sans aucune trace de soumission. Il n'y eut aucune reconnaissance. Elle n'avait aucune idée de qui il était, et elle ne montrait absolument aucune peur. « Bonjour », dit-elle avec un signe de tête poli. « Je peux vous aider ?» Alexandre resta silencieux quelques secondes, l'étudiant. Il était habitué à susciter une révérence instantanée, à voir les gens s'agiter nerveusement lorsqu'il entrait dans une pièce. Mais cette femme attendait simplement, avec une patience sereine, comme s'il n'était qu'un autre client ayant des doutes sur le chemin de l'ascenseur. « J'évalue la qualité du service », répondit-il, la voix grave et contrôlée. « Comment est le niveau de propreté à cet étage ?» Sophie regarda autour d'elle, comme si elle vérifiait mentalement chaque détail, puis ramena son regard sur lui avec naturel. « Dans la mesure du possible, c'est bien. Mais on peut toujours faire mieux. On n'est jamais satisfait tant qu'il y a une tâche qu'on n'a pas vue ou un coin qu'on n'a pas atteint. » Il y avait de l'honnêteté dans cette réponse. Ce n'était pas la réponse préparée de quelqu'un qui voulait plaire. C'était la réponse sincère de quelqu'un qui prenait son travail au sérieux. Alexandre sentit quelque chose d'étrange bouger dans sa poitrine, quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer. De l'irritation, de la curiosité, ou peut-être cette sensation inconfortable d'être face à quelqu'un qui ne jouait pas le jeu qu'il connaissait. « Quel était votre nom ?» demanda-t-il en croisant les bras. « Sophie Dubois. Je travaille ici depuis 2 ans. »« Et vous aimez ce que vous faites ?» Elle hésita un bref instant, puis répondit avec la même tranquillité. « J'aime faire les choses bien. J'aime savoir que lorsque quelqu'un entre dans une chambre, il trouve un endroit où il peut se reposer sans souci. Ce n'est pas glamour, mais c'est honnête. » Alexandre hocha légèrement la tête, sans révéler que cette réponse l'avait touché d'une manière qu'il n'attendait pas. Il continua à marcher dans le couloir, inspectant les portes, vérifiant les détails, mais son esprit revenait sans cesse à cette femme aux yeux sereins qui ne s'était pas inclinée devant lui. Les jours suivants, Alexandre prolongea son séjour à l'hôtel plus que nécessaire. Officiellement, il réalisait un audit complet. Mais la vérité qu'il hésitait à s'admettre était qu'il voulait comprendre cette femme. Il l'observait de loin, remarquant la manière dont elle traitait ses collègues avec gentillesse, comment elle retardait sa propre pause pour aider quelqu'un en difficulté, comment elle travaillait en silence sans se plaindre, sans faire d'histoire. Il y avait une force silencieuse en elle, une résilience qui contrastait violemment avec la superficialité qu'il avait l'habitude de voir. Sophie, de son côté, commença à remarquer que cet étrange client toujours en costume impeccable et au regard perçant n'était pas un client ordinaire. Il observait trop, il posait trop de questions. Et chaque fois qu'elle tournait un coin, il semblait être là comme une ombre élégante et gênante. Jusqu'à ce qu'un après-midi, la directrice de l'hôtel l'appelle dans son bureau, nerveuse et formelle. « Sophie, il faut que vous soyez extrêmement prudente, » dit la directrice en ajustant ses lunettes avec des mains tremblantes. « Cet homme que vous avez vu dans les couloirs, ce n'est pas un client. C'est Alexandre Beaumont, le propriétaire de toute la chaîne. Il est ici pour tout évaluer personnellement. » Le monde de Sophie sembla tourner un instant. Elle lui avait parlé comme à n'importe qui. Elle avait été directe, honnête, sans filtre. Elle ne l'avait pas flatté, n'avait pas fait semblant. Et maintenant, elle découvrait qu'il était l'homme le plus puissant de tout cet univers. Mais au lieu de ressentir de la peur, Sophie sentit quelque chose de différent. Elle sentit que, peut-être, avoir été authentique était la seule chose juste qu'elle aurait pu faire.
Quand Alexandre la chercha à nouveau, ce fut différent. Il n'observait plus de loin. Il était là, devant elle, dans le couloir vide du 10e étage, avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer complètement. Il y avait de l'intensité dans ce regard, mais aussi quelque chose qui semblait presque vulnérable, presque humain. « Je sais que vous avez découvert qui je suis, » dit-il, la voix plus basse que d'habitude, « et je dois vous dire quelque chose. » Sophie serra le chiffon de nettoyage entre ses mains, attendant. « Vous ne m'avez pas traité comme les autres. Vous n'avez pas fait semblant. Vous n'avez pas essayé de me plaire. Et ça m'a déconcerté d'une manière que je n'attendais pas. » Sophie ne savait pas quoi dire. Il y avait quelque chose dans la vulnérabilité de cet homme puissant qui la touchait étrangement. « Je ne sais pas faire semblant, » répondit-elle simplement. « Je n'ai jamais su. Ma mère disait toujours que la vérité, aussi dure soit-elle, est plus légère à porter que le mensonge. » Alexandre fit un pas en avant, réduisant la distance entre eux. « Et si je vous disais que je veux mieux vous connaître? Si je vous disais qu'il y a quelque chose en vous qui m'attire d'une manière que je ne peux pas expliquer ?» Sophie sentit son cœur s'accélérer, mais garda la voix ferme. « Je dirais que vous et moi vivons dans des mondes complètement différents, et qu'il vaut peut-être mieux laisser les choses comme elles sont. Et si je ne veux pas, insista-t-il, les yeux fixés sur les siens, alors vous devriez comprendre que je ne suis pas une femme qui se plie. Je ne suis pas une femme qui accepte d'être juste une distraction de plus dans la vie de quelqu'un. Et je ne suis certainement pas une femme qui se laisse impressionner par le pouvoir ou l'argent. » Alexandre sourit. Ce n'était pas un sourire arrogant ou moqueur. C'était un sourire sincère, peut-être le premier qu'il avait esquissé depuis des années. « Je ne veux pas que vous vous pliez. Je veux que vous restiez exactement qui vous êtes. » Ce qui commença là, dans ce couloir silencieux, fut quelque chose qui défiait toute logique. Alexandre, l'homme qui n'avait jamais permis à personne de franchir ses défenses, se retrouva à chercher Sophie avec une fréquence qui l'alarmait lui-même. Des dîners discrets dans des restaurants isolés, de longues conversations sur des bancs de parc où personne ne les reconnaissait. Des promenades dans le jardin du Luxembourg au crépuscule, où il découvrit qu'il pouvait parler de choses qu'il n'avait jamais partagées avec personne. De la solitude de son enfance, de la froideur qu'il avait appris à utiliser comme bouclier, de la peur que, s'il permettait à quelqu'un de le connaître vraiment, on découvrirait que derrière l'Empire, il n'y avait qu'un homme effrayé. Sophie écoutait sans juger. Elle n'essayait pas de le réparer, n'offrait pas de solution facile. Elle était simplement là, présente, avec une empathie qui ne demandait rien en retour. Et peu à peu, quelque chose en Alexandre commença à fondre, quelque chose qu'il croyait mort depuis longtemps. Sophie, de son côté, venait d'un passé marqué par les absences. Sa mère avait disparu quand elle n'avait que 8 ans, laissant derrière elle plus de questions que de réponses. Son père, incapable de gérer la douleur, s'était noyé dans le travail et l'alcool, devenant une ombre lointaine. Sophie avait grandi en apprenant à ne compter que sur elle-même, à ne pas attendre de sauveur, à construire sa propre dignité à partir du travail honnête et de l'intégrité. Quand elle rencontra Alexandre, elle reconnut en lui la même solitude qu'elle portait. Et c'est peut-être pour cela qu'elle se permit de baisser la garde. 3 mois après leur première rencontre, Alexandre fit quelque chose qui choqua tous ceux qui le connaissaient. Il se maria. Il n'y eut pas de grande fête, pas de liste d'invités illustres. Ce fut une cérémonie intime, juste eux deux et quelques témoins, dans une mairie discrète du centre de Paris. Sophie portait une robe simple de couleur crème. Alexandre, sans son costume de dirigeant, paraissait plus jeune, plus léger. Quand ils échangèrent leurs alliances, il y avait des larmes dans les yeux de Sophie et une émotion contenue dans les siens. Le mariage suscita des vagues de spéculation dans la haute société parisienne. Qui était cette femme inconnue qui avait capturé le cœur du milliardaire le plus inaccessible de la ville? Mais Alexandre ne donna aucune explication. Il ne se souciait pas des opinions des autres. Pour la première fois de sa vie, il avait fait quelque chose mû uniquement par ce qu'il ressentait, non par ce qui était stratégique ou pratique. Les 3 mois qui suivirent furent les plus intenses et inattendus de la vie d'Alexandre. Sophie ne voulait pas de manoir, pas de bijoux coûteux, pas de défilé dans les événements mondains. Elle voulait seulement l'homme derrière le masque. Elle voulait se réveiller à ses côtés et parler. De rêve. Elle voulait cuisiner avec lui le dimanche. Elle voulait marcher pieds nus sur le sable de la plage à Deauville, où il avait une maison qu'il n'utilisait jamais. Alexandre découvrit qu'il pouvait rire.
Il découvrit qu'il pouvait se permettre de ne pas être en contrôle tout le temps. Il découvrit qu'il y avait une légèreté à simplement exister aux côtés de quelqu'un qui n'exigeait pas qu'il soit parfait. Mais le bonheur, comme il l'apprendrait de la manière la plus douloureuse possible, était trop fragile pour durer. C'était un samedi matin, et ils étaient sur le balcon de l'appartement qu'Alexandre possédait dans un immeuble moderne de la Défense. Sophie était distraite, remuant une tasse de café, quand elle rassembla enfin le courage de dire les mots qui étaient coincés dans sa gorge depuis des jours. « Alexandre, je dois te dire quelque chose. » Il la regarda par-dessus son journal, attentif. Le ton de sa voix était différent. Il y avait quelque chose de fragile, quelque chose qui exigeait de la prudence. « Je suis enceinte. » Le silence qui suivit fut si lourd qu'il sembla aspirer l'air du balcon. Alexandre resta complètement immobile, le journal oublié entre ses mains. Ses yeux s'assombrirent, et l'expression qui apparut sur son visage était un mélange de douleur et de colère. Sophie ne comprenait pas. Elle s'attendait à de la surprise, peut-être de la peur, mais pas à ça. Pas à cette transformation instantanée de la tendresse en glace. « Quoi ?» demanda-t-il, la voix dangereusement basse. « Je suis enceinte, Alexandre. De 2 mois. Je l'ai découvert la semaine dernière, mais j'attendais le bon moment pour... »« Non, » l'interrompit-il en se levant brusquement de sa chaise. « Non, c'est impossible. » Sophie sentit son cœur sombrer. « Comment ça? Impossible. Nous sommes mariés, nous... » « Tu ne comprends pas, la coupa-t-il, la voix tremblant maintenant d'une émotion qu'elle ne parvenait pas à identifier. « Je ne peux pas avoir d'enfant, Sophie. Je suis stérile. Cela a été confirmé par 3 médecins différents après un accident que j'ai eu à 20 ans. Mon diagnostic est définitif, absolu. Alors dis-moi, de qui est cet enfant ?» Les mots tombèrent comme des lames acérées entre eux. Sophie sentit ses jambes flageoler, sentit le monde se briser autour d'elle. Elle regarda l'homme qu'elle aimait, l'homme avec qui elle s'était mariée, l'homme qu'elle croyait connaître, et vit un étranger froid, distant, accusateur. « Comment peux-tu demander ça ?» murmura-t-elle, la voix brisée. « Comment peux-tu penser que je... » 3 mots. Ce fut tout ce qu'il dit, mais ils suffirent à tout détruire. De qui est-il? Sophie sentit les larmes lui brûler les yeux, mais elles ne coulèrent pas. Il y avait une douleur si profonde en elle qu'elle paralysait même sa capacité à pleurer. Elle se leva, s'agrippant au bord de la table pour ne pas chanceler. « Tu penses vraiment que je te trahirais? Tu crois vraiment que je suis capable de ça ?» Alexandre ne répondit pas. Il la regardait simplement avec cette expression durcie, ce masque qu'elle pensait avoir aidé à enlever, mais qui, elle le voyait maintenant, avait toujours été là, attendant juste le bon moment pour revenir. « Je n'écouterai pas de mensonges, » dit-il la voix tranchante. « Je ne me laisserai pas prendre pour un idiot. Tu as jusqu'à demain pour quitter ma maison. Mon avocat te contactera pour l'annulation du mariage et un accord financier. Je ne veux pas de scandale. Pas d'exposition médiatique, c'est tout. » Sophie sentit quelque chose se briser en elle, pas seulement son cœur, sa confiance. L'espoir qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un qui la verrait pour ce qu'elle était vraiment. Mais elle s'était trompée. Elle s'était toujours trompée. « Je ne veux pas de ton argent, » dit-elle, la voix ferme malgré la douleur écrasante. « Et je ne signerai aucun accord de confidentialité. Mais tu as raison sur une chose, je vais partir. Et tu ne me reverras plus jamais. » Elle quitta ce balcon, cette maison, cette vie, n'emportant qu'une petite valise avec ses vêtements et la douleur d'avoir été accusée de la pire trahison possible. Alexandre ne la suivit pas, ne s'excusa pas, ne lui demanda pas si elle allait bien. Il resta là, immobile, seul, avec la certitude d'avoir fait ce qu'il fallait. Après tout, la logique était irréfutable. Il était stérile. Elle était enceinte. La conclusion était évidente. Mais ce qu'il ne savait pas, ce qu'il n'avait même pas envisagé de vérifier, c'est que les diagnostics pouvaient être erronés, que des erreurs médicales arrivaient, que sa conviction absolue en sa stérilité était basée sur des examens datant de près de 20 ans, réalisés par une clinique qui n'existait même plus. Il avait choisi de croire le papier, pas la femme qu'il aimait, et ce choix leur coûterait à tous les deux 4 ans d'une douleur qui les marquerait à jamais. Sophie disparut de Paris ce jour-là, sans laisser de traces, sans regarder en arrière. Elle emportait avec elle la douleur du rejet, l'humiliation de l'accusation
et une promesse silencieuse qu'elle fit à l'enfant qu'elle portait. Une promesse qu'il ne connaîtrait jamais la froideur d'un père qui n'avait pas su choisir l'amour quand il en avait eu l'occasion. Une promesse qu'elle serait mère et père à la fois. Une promesse qu'elle protégerait cet enfant de tout, y compris de son propre sang. 4. En peuvent te sembler peu sur un calendrier, mais dans la vie d'une femme qui doit repartir de zéro en portant un enfant dans son ventre et une blessure dans son âme, 4 ans sont une éternité. Sophie Dubois disparut de Paris comme une ombre dissoute par la lumière du jour, laissant derrière elle non seulement un mariage détruit, mais aussi toute trace de la femme qui avait cru en l'amour d'Alexandre Beaumont. Elle prit un bus pour la province, pour une ville qu'elle choisit en ouvrant une carte au hasard, cherchant seulement un endroit où personne ne la connaîtrait et où elle pourrait recommencer. C'est ainsi qu'elle arriva à Lyon, une ville assez grande pour offrir des opportunités, mais assez éloignée pour que le nom de Beaumont ne soit qu'un parmi tant d'autres. Les premiers mois furent les plus difficiles. Sophie loua une chambre minuscule dans une pension du centre-ville, où l'odeur de cuisine des autres locataires montait par les fentes des portes et où le bruit de la rue envahissait toute tentative de silence. Elle accepta tous les petits boulots qui se présentaient. Elle fit des ménages, garda des enfants, vendit des plats à emporter à un coin de rue animée. Son ventre s'arrondissait et avec lui grandissait aussi la détermination féroce que ce bébé aurait tout ce qu'elle n'avait pas eu. Il aurait une présence, il aurait de l'amour, il aurait une mère qui ne l'abandonnerait jamais, peu importe à quel point le monde se montrerait hostile. Théo naquit par une nuit pluvieuse de novembre, dans un hôpital public où les couloirs étaient bondés et les infirmières couraient d'un côté à l'autre pour répondre aux urgences. Sophie serra la main d'une aide-soignante qu'elle n'avait jamais vue auparavant, et quand elle entendit enfin le cri de son fils, elle sentit que tout en valait la peine. Toutes les nuits blanches, toutes les douleurs, toutes les larmes versées en silence. Théo avait des yeux sombres et intenses, et quand il la regarda pour la première fois, Sophie sut qu'elle aimerait ce garçon plus que toute autre personne dans sa vie, y compris son père, qui ne savait même pas qu'il existait. Pendant les premières années, Sophie vécut dans un état d'alerte constant. Elle avait peur que quelqu'un reconnaisse le nom de Beaumont sur l'acte de naissance de Théo. Elle avait peur qu'Alexandre, d'une manière ou d'une autre, découvre où elle se trouvait et tente de lui enlever son fils. Mais les mois passèrent, et rien ne se produisit. Alexandre Beaumont continuait sa vie au sommet de la chaîne alimentaire entrepreneuriale de Paris, entouré d'affaires et de succès, tandis qu'elle luttait pour payer le loyer et acheter des couches. Il y avait une injustice brutale dans tout cela, mais Sophie avait appris très tôt que la vie ne distribue pas la justice de manière équilibrée. Quand Théo eut 2 ans, Sophie réussit enfin à trouver un emploi stable. Elle fut embauchée comme femme de chambre à l'hôtel L'Étoile Bleue, un établissement de taille moyenne situé près du centre des congrès de Lyon. Il n'était pas luxueux comme les hôtels de la chaîne Beaumont, mais il était respectable, bien géré, et accueillait une clientèle constante d'hommes d'affaires et de touristes. La directrice, Madame Martel, une dame aux cheveux gris et au cœur généreux, apprécia immédiatement Sophie. Elle vit en elle quelque chose que beaucoup d'employeurs ne remarquaient pas, une éthique de travail inébranlable, une attention aux détails qui allait au-delà du nécessaire et une dignité silencieuse qui ne demandait pas de faveur, mais gagnait naturellement le respect. Avec un salaire fixe, Sophie put louer un petit appartement, mais le sien dans un quartier tranquille. 2 chambres, un salon modeste, une cuisine où elle préparait tous les repas de Théo avec soin et amour. Les murs étaient blancs et simples, décorés de dessins que le garçon faisait à l'école maternelle. Il n'y avait pas de télévision à écran plat, pas de meubles de marque, mais il y avait quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter. Il y avait de la chaleur. Il y avait des câlins avant de dormir. Il y avait des histoires racontées avec des voix amusantes. Il y avait des rires qui résonnaient dans les petites pièces et remplissaient chaque coin vide. Théo grandissait comme un garçon doux et curieux, avec une obstination tenace que Sophie reconnaissait venir de quelque part au plus profond de sa génétique. Il posait des questions sur tout. Il voulait savoir pourquoi le ciel était bleu, pourquoi les fourmis marchaient en file, pourquoi la lune changeait de forme. Sophie répondait avec patience, encourageant sa curiosité, lui apprenant que les questions étaient aussi importantes que les réponses. Théo posait aussi des questions sur son père. Il demandait pourquoi il n'en avait pas comme les autres enfants de l'école.
Sophie répondait toujours avec la même phrase soigneusement préparée. « Ton papa n'a pas pu rester avec nous, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas aimé. Tu as assez d'amour ici avec moi. » C'était une demi-vérité, mais c'était la vérité qu'elle pouvait offrir sans empoisonner le cœur de son fils avec de la rancœur. La vie suivait un rythme de routine prévisible. Sophie se levait tôt, préparait le petit déjeuner, emmenait Théo à la crèche, travaillait toute la journée à l'hôtel, récupérait le garçon en fin d'après-midi et rentrait à la maison où ils faisaient les devoirs ensemble, dînaient et regardèrent des dessins animés avant de dormir. Le week-end, ils allaient au parc, visitaient la bibliothèque municipale, faisaient de simples pique-niques sur les places. Ce n'était pas la vie que Sophie avait imaginé avoir, mais c'était une vie construite avec dignité, et cela suffisait. Jusqu'à ce qu'un lundi d'août, tout change. Madame Martel convoqua tous les employés pour une réunion dans la salle de réception de l'hôtel. Il y avait quelque chose de différent dans l'air, une tension que tout le monde pouvait sentir, mais que personne ne pouvait nommer. Quand la directrice monta enfin sur la petite estrade improvisée, son visage était pâle mais maîtrisé. « J'ai une annonce importante à faire », commença-t-elle, la voix ferme malgré l'émotion contenue. L'hôtel L'Étoile Bleue a été vendu. À partir du mois prochain, nous ferons partie d'une chaîne plus grande. Une chaîne d'hôtels qui a des standards très élevés et une excellence reconnue nationalement. Un murmure parcourut les rangs des employés. Certains montrèrent de l'inquiétude, d'autres de la curiosité. Sophie, au fond de la salle, sentit son estomac se nouer sans savoir exactement pourquoi. « La chaîne qui nous a rachetés, » continua Madame Martel en prenant une profonde inspiration, « est la chaîne Hôtel Beaumont. » Le monde de Sophie s'effondra. Elle n'entendit plus rien de ce qui fut dit lors de cette réunion. Elle n'entendit pas les garanties que tous les emplois seraient maintenus, les plans de rénovation et de modernisation, les nouvelles formations qui seraient à proposer. Tout ce qu'elle parvint à enregistrer fut ce nom, Beaumont, le nom qu'elle avait essayé d'oublier pendant 4 ans. Le nom qui portait non seulement le souvenir d'un amour détruit, mais aussi la peur que, d'une manière ou d'une autre, son passé la rattrape, enfin. Les jours suivants, Sophie envisagea de démissionner. Elle envisagea de prendre Théo et de fuir à nouveau, vers une autre ville, une autre région, n'importe où la portée de la chaîne Beaumont n'arriverait pas. Mais ensuite, elle regardait son fils, l'appartement qu'il lui avait coûté tant de travail d'obtenir, la stabilité qu'ils avaient enfin conquise, et elle savait qu'elle ne pouvait pas lui faire ça. Elle ne pouvait pas arracher Théo à tout ce qu'il connaissait juste parce qu'elle avait peur des fantômes du passé. Alors elle décida de rester. Elle décida de croire que dans une entreprise aussi grande, dans une chaîne avec tant d'hôtels, les chances de croiser Alexandre Beaumont étaient pratiquement nulles. Il était à Paris, au sommet de son empire. Elle était à Lyon, dans l'anonymat d'un hôtel fraîchement acquis. Il n'y avait aucune raison pour que leurs chemins se croisent. Mais le destin, ou peut-être quelque chose de plus grand, avait d'autres plans. Les rénovations commencèrent rapidement. L'hôtel L'Étoile Bleue fut temporairement fermé pour des travaux de modernisation. De nouveaux meubles arrivèrent, de nouvelles parures de lits, de nouveaux systèmes de gestion. Tout devait suivre le standard d'excellence Beaumont. Les employés suivirent des formations intensives, apprenant de nouveaux protocoles, des normes plus strictes. Sophie absorbait tout avec le même dévouement que toujours, mais il y avait une tension constante sur ses épaules, un état de vigilance qui l'épuisait avant même que la journée ne commence. La réouverture fut fixée à un vendredi de septembre. Il y aurait une cérémonie, la présence des autorités locales, un cocktail pour les invités. Madame Martel, désormais directrice régionale pour Beaumont, était visiblement nerveuse, organisant chaque détail avec une précision quasi obsessionnelle. La veille de l'événement, elle réunit à nouveau l'équipe. « Demain, nous aurons la visite de la direction », annonça-t-elle, les mains jointes devant elle. « Il est possible que M. Alexandre Beaumont lui-même soit présent. Il a l'habitude de visiter personnellement les nouvelles acquisitions. Je veux que tout le monde soit impeccable. Uniforme parfait, posture professionnelle, sourire cordial. C'est notre chance de montrer que nous méritons de faire partie de cette chaîne. » Sophie sentit son sang se glacer dans ses veines. Alexandre viendrait. L'homme qui l'avait chassée alors qu'elle était enceinte. L'homme qui l'avait accusée de la pire trahison possible. L'homme qui était le père de son fils, mais ne le savait pas. Elle devait partir d'ici. Elle devait inventer une excuse, n'importe quoi, pour ne pas être présente le lendemain.
Mais avant qu'elle ne puisse formuler un plan, Madame Martel l'appela. « Sophie, vous serez responsable de l'inspection finale des suites VIP. J'ai besoin que vous soyez ici à 7 heures du matin. » Il n'y avait aucun moyen de refuser sans éveiller les soupçons. Sophie acquiesça, sentant ses mains devenir moites et son cœur s'emballer. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Elle resta allongée dans le noir, écoutant la respiration tranquille de Théo dans la chambre d'à côté, pensant à toutes les possibilités. Peut-être qu'Alexandre ne viendrait pas. Peut-être qu'il enverrait des représentants. Peut-être que, s'il venait, il ne la reconnaîtrait pas. Après tout, 4 ans s'étaient écoulés. Elle était différente. Plus mince, les cheveux plus courts, sans maquillage, juste une femme de chambre parmi tant d'autres. Il était possible qu'il passe simplement devant elle, comme si elle était invisible, de la même manière qu'il l'avait fait avec tant d'autres personnes au cours de sa vie. Le lendemain matin, Sophie laissa Théo à la crèche avec un long baiser sur le front et la promesse qu'elle reviendrait tôt le chercher. Le garçon était excité, parlant de la fête d'anniversaire d'un camarade qui aurait lieu le week-end. Sophie força un sourire, essayant de graver ce moment de normalité dans sa mémoire, comme si elle pressentait que la normalité était sur le point d'être brisée. Elle arriva à l'hôtel à 7 heures précises, vêtue du nouvel uniforme avec le blason Beaumont brodé sur la poche. C'était étrange de porter ce symbole sur sa poitrine, comme si c'était une marque qui la reliait à un passé qu'elle avait tenté d'effacer. Elle travailla méthodiquement, vérifiant chaque détail des suites VIP, ajustant les oreillers, contrôlant les serviettes, s'assurant que tout était parfait. À 10 heures, les invités commencèrent à arriver. Sophie resta en coulisses, évitant les espaces publics, se concentrant uniquement sur le fait que les chambres soient impeccables au cas où quelqu'un aurait besoin de les visiter. C'est à midi qu'il arriva. Sophie était dans le couloir du 5e étage, vérifiant le chariot de nettoyage, quand elle entendit des voix venant de l'ascenseur. Des voix masculines, formelles, discutant de chiffres et de projections. Elle se figea. Elle connaissait cette voix. Grave, contrôlée, avec une autorité naturelle qui n'avait pas besoin d'être forcée. C'était la voix qui hantait ses rêves et ses cauchemars depuis 4 ans, comme était la voix d'Alexandre Beaumont. Elle se tourna instinctivement, cherchant une issue, mais il était trop tard. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et il en sortit, accompagné de 2 cadres en costumes impeccables. Alexandre était exactement comme dans son souvenir, mais en même temps différent. Plus âgé, peut-être, des rides plus profondes autour des yeux, une raideur dans les épaules qui n'était pas aussi prononcée auparavant. Mais c'était lui, incontestablement lui. Pendant un bref instant, Sophie pensa qu'il passerait sans la remarquer. Après tout, elle ne faisait que partie du décor, une autre employée invisible dans l'univers qu'il commandait. Mais, alors comme s'il sentait sa présence, Alexandre leva les yeux et se figea. Le monde sembla s'arrêter. Les cadres continuèrent de parler à côté de lui, mais Alexandre ne les entendait pas. Il était complètement immobile, les yeux fixés sur Sophie, avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Il y avait du choc, mais aussi autre chose, quelque chose qui ressemblait à de la douleur, ou peut-être de la colère, ou peut-être un mélange des deux. Sophie ne dit rien. Il n'y avait pas de mots qui pouvaient combler l'abîme de silence et de rancœur qui s'étendait entre eux. Que? Elle le fixa simplement en retour, avec la même dignité silencieuse qu'il avait un jour admirée. Mais il y avait maintenant quelque chose de plus dans ses yeux. Il y avait une force qui venait de 4 ans de survie, de 4 ans à élever un fils seul, de 4 ans à se prouver qu'elle n'avait pas besoin de lui, ni de personne d'autre pour être entière. L'un des cadres remarqua qu'Alexandre s'était arrêté de marcher et de répondre. « Monsieur Beaumont, tout va bien ?» Alexandre cligna des yeux comme s'il sortait d'une transe et détourna le regard de Sophie. « Oui, tout va bien. Continuez l'inspection, je vous rejoins dans un instant. » Les cadres échangèrent des regards confus, mais obéirent, continuant leur chemin dans le couloir. Alexandre resta là, à quelques mètres de distance, et parla enfin la voix basse et tendue. « Sophie !» Elle ne répondit pas. Elle serra simplement le chiffon de nettoyage entre ses mains, attendant. « Vous travaillez ici, dit-il, non pas comme une question, mais comme une constatation. »« Oui, répondit-elle, la voix ferme. Depuis combien de temps ? 4 ans.
Alexandre ferma les yeux un instant, comme si ces mots avaient un poids physique. Quand il les rouvrit, il y avait quelque chose de différent dans son expression, quelque chose de presque vulnérable. « Vous avez disparu », dit-il, et il y avait une accusation dans ces mots. « Vous avez tout simplement disparu. J'ai essayé de vous retrouver. » Sophie sentit un rire amer lui monter à la gorge, mais elle se retint. « Vous avez essayé de me retrouver? Pour quoi faire? Pour être sûr que j'avais signé les papiers de l'annulation? Pour garantir que je ne causerais pas de scandale? Non, répondit-il en faisant un pas en avant. Pour parler, pour comprendre. Comprendre quoi? Le coupa-t-elle, la voix s'élevant légèrement. Vous aviez déjà tout décidé ce jour-là, Alexandre. Vous m'avez accusé. Vous m'avez chassé. Vous ne m'avez même pas donné la chance de m'expliquer. Alors ne venez pas maintenant, 4 ans plus tard, faire semblant de vouloir parler. Alexandre ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots ne sortirent pas. Il savait qu'elle avait raison. Il savait qu'il avait agi sous le coup de la douleur et de la colère, sans même envisager qu'il pouvait avoir tort. Mais admettre qu'il avait tout détruit à cause d'une conviction erronée, était plus qu'il ne pouvait faire à ce moment-là. « Vous étiez enceinte, » dit-il finalement, la voix tendue. « Qu'est-il arrivé à l'enfant » Sophie sentit son cœur s'emballer. C'était la question qu'elle redoutait. C'était la porte qui, si elle s'ouvrait, changerait tout. Elle regarda l'homme en face d'elle, l'homme qu'elle avait un jour aimé, l'homme qui l'avait détruite, l'homme qui était le père de Théo, mais ne méritait pas de le savoir. Pas encore. Peut-être jamais. « Ça ne vous regarde pas, » répondit-elle, la voix froide. « Vous avez renoncé. À tout droit de savoir quand vous m'avez accusé de trahison. » Alexandre sentit la réponse comme un coup de poing dans l'estomac. Elle avait raison. Il n'avait aucun droit. Mais la curiosité, mêlée à quelque chose qu'il ne pouvait nommer, le brûlait de l'intérieur. Avant qu'il ne puisse insister, la voix de Madame Martel résonna dans le couloir. « Monsieur Beaumont, nous sommes prêts pour la présentation de l'équipe. » Alexandre se tourna, clairement contrarié par l'interruption, mais acquiesça. Quand il regarda de nouveau là où se trouvait Sophie, elle avait déjà disparu, comme un fantôme qui se dissout lorsqu'on l'observe trop longtemps. Le reste de la journée fut une torture pour tous les deux. Alexandre essaya de se concentrer sur les discours, les présentations, les formalités de l'événement, mais son esprit revenait constamment à cette femme aux yeux fermes dans le couloir. Sophie était là, dans sa ville, travaillant dans l'un de ses hôtels, et il y avait un enfant dont elle refusait de parler. Le calcul était simple. Si elle était enceinte quand il l'avait chassée, l'enfant aurait maintenant environ 4 ans. Le même âge qu'aurait un fils de lui si c'était possible. Mais ce n'était pas possible. Il était stérile. Les médecins avaient été clairs. Alors de qui était cet enfant? Sophie, de son côté, travailla en pilote automatique le reste de la journée, évitant toute zone où Alexandre pourrait se trouver. Quand l'événement se termina enfin et que les invités commencèrent à partir, elle s'enferma dans le vestiaire et se permit de respirer pour la première fois depuis des heures. Ses mains tremblaient. Son corps entier semblait vibrer de l'adrénaline contenue. Elle était restée ferme devant lui, ne s'était pas courbée, n'avait pas montré de faiblesse. Mais à l'intérieur, elle était en morceaux. Ce soir-là, quand elle alla chercher Théo à la crèche, elle serra le garçon dans ses bras avec une intensité qui le surprit. « Maman, ça va ?» demanda-t-il, avec ses yeux attentifs qui semblaient voir plus qu'un enfant de 4 ans ne devrait voir. « Oui, mon amour, » répondit-elle en embrassant le sommet de sa tête. « J'ai juste eu une journée difficile au travail. »« Mais maintenant ça va mieux ?» insista Théo. « Maintenant ça va mieux, » mentit-elle. Mais ça n'allait pas, et dans les jours qui suivirent, ça allait être encore pire, parce qu'Alexandre Beaumont, l'homme qui n'abandonnait jamais rien, avait décidé qu'il lui fallait des réponses, et quand Alexandre décidait quelque chose, aucun obstacle ne pouvait l'arrêter. La semaine qui suivit la rencontre fut marquée par une tension invisible, mais palpable, qui planait sur l'hôtel L'Étoile Bleue comme un nuage chargé avant l'orage. Alexandre ne retourna pas immédiatement à Paris, comme tout le monde s'y attendait. Il prolongea son séjour à Lyon, prétextant la nécessité de suivre de près la transition de l'hôtel au Standard Beaumont. Il s'installa dans la suite présidentielle, la transformant en un bureau temporaire d'où il dirigeait des réunions, approuvait des rénovations et observait chaque mouvement de l'équipe.
Mais tout le monde savait, en particulier Madame Martel, qu'il y avait autre chose derrière cette présence inattendue. Sophie sentait le poids de ce regard même quand elle n'était pas directement sous lui. Alexandre apparaissait dans les couloirs à des heures aléatoires, toujours avec une justification plausible, mais ses yeux la cherchaient invariablement. Elle évitait toute interaction au-delà du strict nécessaire professionnel, le saluant d'un signe de tête lorsqu'ils se croisaient, mais ne s'arrêtant jamais pour discuter. La froideur polie qu'elle maintenait était sa seule défense contre le tourbillon d'émotions qui menaçait de déborder chaque fois qu'elle le voyait. Alexandre, de son côté, était partagé entre la colère d'avoir été trompé comme il le croyait et une curiosité maladive sur ce qui était arrivé à Sophie au cours des 4 dernières années. Il voulait des réponses, mais ne savait pas comment les obtenir sans paraître envahissant, ou pire, sans admettre qu'il avait peut-être commis une erreur irréparable. Sa stratégie fut donc d'observer. Il engagea discrètement un détective privé pour découvrir où elle vivait, avec qui elle sortait, s'il y avait bien un enfant. Les informations commencèrent à arriver dans des rapports concis qu'il lisait, seul tard dans la nuit, dans la solitude de sa suite. Sophie Dubois vivait dans un modeste appartement dans le quartier de la Guillotière. Elle vivait seule avec un fils de 4 ans nommé Théo Dubois-Beaumont. L'enfant fréquentait la crèche municipale Arc-en-Ciel, située à 3 rues de l'appartement. Il n'y avait pas de père déclaré sur l'acte de naissance, mais le nom de Beaumont était là, provocateur et indéniable. Sophie n'avait pas de relations amoureuses. Sa vie se résumait au travail et à son fils. Elle était respectée par ses voisins, ponctuelle, discrète, une mère dévouée qui vivait simplement, mais dignement. Quand Alexandre lut le nom complet de l'enfant pour la première fois, il sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. Théo Dubois-Beaumont. Elle avait donné son nom de famille au garçon. Pourquoi? Si l'enfant était d'un autre homme, comme il le croyait, pourquoi porter le nom qu'il avait détruit avec ses accusations? Cela n'avait aucun sens. À moins que... Mais non, ce n'était pas possible. Les médecins avaient été catégoriques. Il était stérile. Le diagnostic était définitif. Mais et si ce n'était pas le cas? Le doute, une fois planté, grandissait comme une mauvaise herbe, envahissant chaque pensée rationnelle. Alexandre essayait de l'écarter avec la logique, avec les rapports médicaux qu'il avait gardés pendant des années comme preuve irréfutable de sa condition. Mais la logique était fragile face à l'évidence simple et brutale. Il y avait un enfant avec son nom de famille, un enfant que Sophie avait élevé seule, un enfant dont il n'avait même pas pris la peine de vérifier l'existence avant de l'accuser et de la chasser. C'est dans cet état de tourmente mentale qu'Alexandre prit une décision qui allait tout changer. Il devait voir l'enfant. Il devait regarder ce garçon et confirmer de ses propres yeux qu'il n'y avait aucune ressemblance avec lui, que ce n'était qu'une coïncidence de nom, peut-être une tentative désespérée de Sophie de lier son fils à une famille qui ne serait jamais vraiment la sienne. Il savait que c'était mal. Il savait qu'il violait une intimité qu'il n'avait pas le droit de violer. Mais le besoin de savoir était plus fort que tout sens moral. C'était un mardi pluvieux lorsque le destin, avec son ironie caractéristique, décida d'intervenir de manière plus directe que n'importe quel plan qu'Alexandre aurait pu échafauder. Théo s'était réveillé ce matin-là avec une énergie agitée. C'était un de ces enfants qui détestèrent la routine, qui voulaient explorer, questionner, découvrir. Sophie, comme toujours, l'emmena à la crèche avant d'aller travailler, lui embrassant le front et lui rappelant de bien se comporter. Théo acquiesça, mais ses yeux brillaient déjà de cette curiosité espiègle qui annonçait toujours une aventure inattendue. La matinée à la crèche se déroula normalement jusqu'à l'heure de la récréation. Les enfants étaient dans la cour, jouant sous la surveillance des éducatrices, quand Théo vit un chien de l'autre côté de la clôture. C'était un bâtard maigre et mouillé, par la pluie qui venait de cesser. Le garçon, avec ce cœur trop grand pour sa petite poitrine, décida que le chien avait besoin d'aide. Et quand Théo décidait quelque chose, il n'y avait pas de demi-mesure. Personne ne vit exactement comment il réussit à passer à travers la clôture. Ce fut une question de secondes d'inattention. Une éducatrice répondant à son téléphone, une autre aidant un enfant qui était tombé. Théo, petit et agile, trouva une ouverture entre les barreaux et passa de l'autre côté. Le chien effrayé s'enfuit, et Théo courut derrière, déterminé à le sauver. La crèche se trouvait à 5 rues de l'hôtel L'Étoile Bleue. Pour un adulte,
C'était une marche de 10 minutes. Pour un enfant de 4 ans courant après un chien imaginaire, ce fut un voyage qui dura assez longtemps pour que la panique s'installe à la crèche. Quand les éducatrices réalisèrent enfin l'absence de Théo, il avait déjà disparu depuis 15 minutes. Elles appelèrent immédiatement Sophie, qui sentit le sol se dérober sous ses pieds. Sophie sortit en courant de l'hôtel sans demander la permission, sans expliquer où elle allait. Madame Martel la vit passer comme un ouragan dans le couloir, les yeux exorbités de terreur. Théo avait disparu. Son fils était perdu quelque part en ville, seul, vulnérable. Toutes les peurs qu'elle portait depuis qu'elle était devenue mère explosèrent d'un seul coup. Elle courut dans les rues, criant son nom, demandant aux passants s'ils avaient vu un petit garçon, aux cheveux sombres et aux yeux bruns. Personne ne l'avait vu. Le temps s'étirait comme une éternité cruelle. Pendant ce temps, Théo, fatigué de courir après le chien qui avait disparu, regarda autour de lui et réalisa qu'il ne savait pas où il était. Les rues étaient inconnues. Il y avait beaucoup de voitures, beaucoup de gens. Et soudain, l'aventure ne semblait plus si amusante. La peur commença à lui serrer la gorge. Il voulait sa maman. Il voulait être à la maison, en sécurité, dans ses bras. Mais il ne savait pas comment rentrer. C'est alors qu'il vit l'hôtel. C'était un grand bâtiment, beau, avec des portes tournantes et une façade élégante. Théo se souvint vaguement que sa mère travaillait dans un hôtel. C'était peut-être celui-là. Peut-être qu'elle était à l'intérieur. Avec la logique simple d'un enfant effrayé, il poussa la porte tournante et entra dans le hall de l'hôtel L'Étoile. Bleu. Le hall était animé. Des clients faisant leur check-out, des employés traversant avec des plateaux, le son des conversations et des téléphones qui sonnent. Théo, petit et perdu, essaya de trouver quelqu'un qui ressemblait à sa mère. C'est alors qu'il vit un homme grand, en costume sombre, traversant le hall d'un pas ferme. Il y avait quelque chose d'imposant en lui, quelque chose qui attirait l'attention. Théo, sans réfléchir, courut dans sa direction et percuta ses jambes, s'agrippant au tissu du pantalon avec de petites mains tremblantes. « Monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi. Je suis perdu. » Alexandre s'arrêta net. Il baissa les yeux, prêt à réprimander poliment quiconque l'avait bousculé, mais se figea. Un enfant était agrippé à sa jambe. Un petit garçon, aux cheveux sombres mouillés par la pluie, aux yeux bruns écarquillés de peur et aux joues roses d'avoir tant couru. Alexandre s'accroupit instinctivement, se mettant à la hauteur du garçon, et c'est là que le monde s'arrêta. Les yeux. Ses yeux étaient les siens. La même teinte sombre et intense, la même forme en amande, la même expression d'entêtement mêlée de vulnérabilité qu'il voyait dans le miroir chaque matin, la forme du visage, la ligne de la mâchoire. Même la façon dont le garçon fronçait les sourcils était un reflet troublant de lui-même. « Comment t'appelles-tu » demanda Alexandre, la voix rauque, presque inaudible. « Théo. Théo Dubois-Beaumont. Et vous » Alexandre ne put répondre immédiatement. Ce nom de famille, sortant de la bouche d'un enfant qui était, sans l'ombre d'un doute, son image en miniature. La certitude le frappa comme une vague violente. C'était son fils. Il n'y avait pas d'erreur médicale, pas de confusion. Ce garçon portait son sang, ses gènes, son héritage. Sophie ne l'avait pas trahi. Elle ne l'avait jamais trahi. Et lui, aveuglé par sa propre arrogance et par de vieux diagnostics, avait tout détruit. « Je suis » commença-t-il, mais il fut interrompu par un cri venant de l'entrée de l'hôtel. « Théo !» Sophie entra en courant dans le hall, les cheveux en désordre, le visage pâle de panique. Quand elle vit son fils sain et sauf, même s'il était effrayé, elle sentit ses jambes presque flancher de soulagement. Mais ensuite, elle réalisa avec qui Théo se trouvait. Alexandre, accroupi devant le garçon, le regardant comme s'il voyait un fantôme. Le silence qui suivit fut assourdissant. Théo, reconnaissant sa mère, lâcha Alexandre et courut vers elle en laçant ses jambes. « Maman, je me suis perdu. J'ai suivi un petit chien et je me suis perdu. » Sophie serra son fils fort contre elle, mais ses yeux étaient fixés sur Alexandre, qui se relevait maintenant lentement, l'expression transformée en quelque chose qu'elle ne pouvait définir. Il y avait de la colère, mais aussi du choc, peut-être même de la douleur. « Il est à moi », dit Alexandre, non pas comme une question, mais comme une constatation. La voix était basse, mais chargée d'une émotion contenue qui menaçait d'exploser. « Ce garçon est mon fils.
Sophie ne répondit pas. Elle ne confirma pas mais ne nia pas non plus. Elle serra simplement Théo plus fort, comme si elle pouvait le protéger de l'ouragan qui était sur le point de s'abattre sur eux. Alexandre fit un pas en avant. « Je dois te parler, maintenant. »« Non, » répondit Sophie, la voix ferme malgré le tremblement. « Pas ici, pas maintenant. Je dois ramener mon fils à la maison. »« Notre fils » corrigea Alexandre, la mâchoire tendue. « Et nous allons parler, Sophie, aujourd'hui. Parce que tu me dois des explications, tu me dois la vérité. »« Je ne te dois rien, rétorqua-t-elle, les yeux brillants d'une colère contenue depuis 4 ans. C'est toi qui m'as chassé. C'est toi qui m'as accusé. C'est toi qui as décidé que je ne méritais pas d'être entendu. Alors ne viens pas maintenant exiger des droits sur un enfant dont tu ne savais même pas qu'il existait. »« Parce que tu ne me l'as pas dit !» explosa Alexandre, la voix s'élevant pour la première fois. « Parce que tu as disparu sans laisser de traces. »« Parce que tu ne m'as pas laissé le choix !» cria Sophie. En retour, et Théo, effrayé, se mit à pleurer. Sa voix baissa immédiatement, ses instincts maternels prenant le dessus sur toute autre émotion. « Tout va bien, mon amour. Maman est juste un peu énervée. On rentre à la maison, d'accord ?» Mais Alexandre n'allait pas la laisser partir si facilement. Pas maintenant. Pas après avoir découvert qu'il avait un fils. « Je viens avec vous, » dit-il, le ton ne laissant aucune place à la discussion. « Non, tu ne viens pas, » répondit Sophie, tenant la main de Théo et commençant à marcher vers la sortie. Alexandre la retint par le bras, pas avec force, mais avec assez de fermeté pour la faire s'arrêter. « Sophie, s'il te plaît, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir. » Il y avait quelque chose dans sa voix, une vulnérabilité qu'elle n'attendait pas, qui la fit hésiter. Elle regarda son visage et vit non pas le milliardaire arrogant, mais l'homme qu'elle avait un jour aimé. L'homme qui était clairement anéanti par la découverte qu'il avait un fils qu'il ne connaissait pas. « Tu veux savoir ?» demanda-t-elle, la voix basse et chargée de douleur. « Tu veux savoir ce que ça fait de découvrir qu'on est enceinte et de n'avoir personne avec qui partager son bonheur? Tu veux savoir ce que ça fait d'être chassé de chez soi en portant ton fils dans son ventre? Tu veux savoir ce que ça fait d'accoucher seul, sans personne pour te tenir la main? Tu veux savoir ce que ça fait chaque nuit où Théo pleurait et où je n'avais pas d'argent pour acheter des médicaments? Tu veux savoir tout ça, Alexandre ?» Il ne répondit pas. Il n'avait pas de mots pour répondre. Il la regardait simplement, la douleur brute et exposée dans ses yeux, et sentit le poids écrasant de ses propres choix. « Je vais faire un test ADN, » dit-il finalement, la voix de nouveau contrôlée. « Et quand il confirmera qu'il est mon fils, nous parlerons de la garde. »« La garde ?» répéta Sophie, incrédule. « Tu penses que tu vas m'enlever mon fils ?»« Je pense que j'ai des droits, » répondit Alexandre. « Des droits que tu m'as refusés pendant 4 ans. » « Je n'ai rien refusé. C'est toi qui as abandonné. C'est toi qui as choisi de ne pas croire. Alors ne viens pas maintenant avec des avocats et des menaces parce que tu as découvert une vérité qui a toujours été là, attendant que tu aies le courage de la voir. » Sophie se tourna et quitta l'hôtel, tenant Théo par la main. Le garçon regarda en arrière, confus, voyant l'homme grand en costume qui était resté immobile dans le hall seul, avec une expression qui semblait triste. « Maman, c'était qui ce monsieur ? » « Personne, mon amour, personne d'important. » Mais tous deux savaient que c'était un mensonge, et qu'à partir de ce jour, plus rien ne serait comme avant. Le test ADN fut réalisé 3 jours plus tard dans une clinique privée choisie par Alexandre. Sophie se présenta avec Théo en silence, laissant l'équipe médicale prélever les échantillons nécessaires. Alexandre était là, observant chaque mouvement avec une intensité troublante. Quand ses yeux croisèrent à nouveau ceux de Théo, le garçon sourit timidement, ne comprenant pas pourquoi cet homme le regardait de cette façon. Le résultat arriva en 48 heures. Compatibilité génétique de 99,9%. Père et fils. Irréfutable. Indéniable. Alexandre tint le papier entre ses mains et sentit quelque chose se briser en lui. Il avait un fils de 4 ans qui ne le connaissait pas. Un fils qu'il avait rejeté avant même de savoir qu'il existait. Un fils qui appelait une autre personne sa famille parce que lui, le père biologique, avait été trop lâche pour remettre en question ses propres convictions. L'appel qu'il passa à Sophie ce soir-là fut bref et direct. « Il faut qu'on parle. Demain. Dans mon bureau. » Sophie savait qu'elle ne pouvait plus l'éviter.
Elle laissa Théo à une voisine de confiance et se rendit à l'hôtel où Alexandre avait installé un bureau temporaire. Quand elle entra dans la pièce, il était de dos, regardant par la fenêtre la ville en contrebas. Il se tourna quand elle ferma la porte, et pour la première fois depuis leur retrouvaille, elle vit une émotion sincère sur son visage. Ce n'était pas de la colère, c'était de la douleur. « C'est mon fils, » dit Alexandre, la voix étranglée, « et j'ai perdu 4 ans de sa vie à cause de ma propre stupidité. » Sophie ne répondit pas. Elle attendit simplement. « Je veux le connaître, » continua-t-il. « Je veux faire partie de sa vie. Je veux être le père que j'aurais dû être depuis le début. »« Et comment comptes-tu faire ça ?» demanda Sophie. « Tu vas débarquer et lui dire que tu es son père ? Tu vas l'arracher à la seule vie qu'il connaît pour apaiser ta culpabilité ? Non. Je veux que vous veniez vivre avec moi, à Paris, dans ma maison. Je veux avoir la chance de construire une relation avec mon fils. » Sophie rit, mais il n'y avait aucune gaieté dans ce son. « Tu penses que je vais simplement quitter ma vie ici et venir vivre avec toi, après tout ça ? Je ne demande pas, Sophie. J'informe. Si tu n'es pas d'accord, j'engagerai une procédure pour la garde. J'ai des ressources illimitées. J'ai les meilleurs avocats du pays. Et j'ai 4 ans d'absence paternelle pour justifier que mon fils mérite une compensation. Veux-tu vraiment risquer de perdre la garde ?» Les mots tombèrent comme des coups de fouet. Sophie sentit la colère bouillir, mais aussi la peur. Elle connaissait le pouvoir d'Alexandre, elle connaissait l'étendue de son influence. Il pouvait vraiment le faire. Il pouvait lui enlever Théo, et elle n'y survivrait pas. « Tu me fais chanter, » dit-elle, la voix tremblante. « Je propose une solution qui profite à tout le monde. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Théo aura un père présent et j'aurai la chance de corriger l'erreur la plus grave que j'ai jamais commise. Et moi ?» demanda Sophie, les yeux embués. « Qu'est-ce que je gagne dans cette équation ? La sécurité, la stabilité et la garantie que ton fils grandira avec ses 2 parents. » Mais ce n'était pas ce qu'elle voulait. Elle voulait qu'Alexandre choisisse d'être présent parce qu'il aimait son fils, pas parce que la loi l'y obligeait. Elle voulait qu'il la regarde avec la même tendresse qu'avant, pas avec la froideur de quelqu'un qui négocie un accord commercial. Mais elle n'avait pas le choix. Pas vraiment. « D'accord, » dit-elle finalement, la voix à peine audible. « J'irai. Mais à une condition. Tu ne diras pas à Théo que tu es son père tant que je ne penserai pas qu'il est prêt. On ira doucement. On le laissera s'habituer à toi d'abord. » Alexandre acquiesça. « Entendu. » Et ainsi, une semaine plus tard, Sophie et Théo déménagèrent à Paris. Dans l'hôtel particulier d'Alexandre à Saint-Germain-des-Prés, un palais de marbre et de verre qui ressemblait plus à un musée qu'à un foyer. Théo fut d'abord fasciné par la taille de la maison, la piscine, les jardins, mais quand vint l'heure de dormir et qu'il réalisa qu'il était dans une chambre étrange, dans une maison inconnue, loin de tout ce qui lui était familier, il se mit à pleurer. Sophie s'allongea à côté de lui, chantant doucement jusqu'à ce qu'il s'endorme enfin. Cette nuit-là, seule dans une chambre d'amis qui ressemblait plus à une suite d'hôtel qu'à un foyer, Sophie pleura en silence. Elle était revenue dans la vie d'Alexandre Beaumont, mais cette fois pas en tant qu'épouse, en tant que prisonnière. Et la cage, aussi dorée soit-elle, restait une prison. Vivre dans l'hôtel particulier Beaumont, c'était comme habiter un monde parallèle où le luxe étouffait toute tentative de chaleur humaine. Les pièces étaient immenses, décorées de meubles de créateurs et d'œuvres d'art valant des fortunes, mais il n'y avait pas de photos au mur, pas de désordre accueillant, pas cette odeur de cuisine maison qui transforme une maison en foyer. Sophie et Théo occupaient une aile entière au 2e étage, avec des chambres séparées, des salles de bain en marbre et un salon privé que ni l'un ni l'autre n'utilisait. Théo trouvait tout étrange. Le silence excessif, les employés qui apparaissaient et disparaissaient comme des ombres discrètes, le fait de ne pas pouvoir courir dans les couloirs sans se sentir surveillé par une caméra invisible. Alexandre, de son côté, ne savait pas comment être père. Sa propre enfance avait été marquée par l'absence paternelle, et les seuls modèles qu'il connaissait étaient ceux de la froideur et de la distance. Les premiers jours, il tenta de compenser avec des cadeaux. Il remplit la chambre de Théo de jouets coûteux, de consoles de jeux de dernière génération, de vêtements de marques importées. Mais
Le garçon regardait cette mer de nouveautés avec une expression confuse, comme s'il ne comprenait pas quoi en faire. Théo ne voulait pas de jouets qu'il ne connaissait pas. Il voulait son ours en peluche usé, oublié dans l'appartement de Lyon. Il voulait ses bandes dessinées cornées. Il voulait la simplicité d'une vie qui avait un sens. Un après-midi, Alexandre trouva Théo assis au milieu de sa chambre gigantesque, entouré de jouets intacts, le visage dans les mains et une expression de profonde tristesse. Le milliardaire s'arrêta à la porte, observant, sans savoir quoi dire. « Comment s'approche-t-on d'un enfant qui est de son sang mais qui ne sait pas qui vous êtes? Comment construit-on un pont sur 4 ans d'absence? »« Tu n'as pas aimé les jouets ?» demanda finalement Alexandre, la voix plus hésitante qu'elle ne l'était jamais en réunion d'affaires. Théo le regarda avec ses yeux sombres, qui étaient le miroir des siens. « Ils sont beaux, mais je ne sais pas jouer avec. Je voulais mon nounours. Doudou. »« Doudou ? Mon ours en peluche. Il dort avec moi depuis que je suis bébé. Il n'a qu'un œil parce que maman a dû le recoudre quand il s'est déchiré, mais je l'aime comme ça. C'est mon meilleur ami. » Alexandre sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Son fils préférait un vieil ours rapiécé à tous ses jouets neufs, parce que l'ours avait une histoire, une mémoire affective, la présence de Sophie cousant avec soin, avec amour. Et lui, le père biologique, n'avait rien de tout ça. Il n'était qu'un étranger qui offrait des choses chères pour compenser son absence. « Je peux faire chercher Doudou, dit Alexandre. Où est-il ? » « Dans ma chambre à Lyon. Mais maman a dit qu'on n'habitera plus. Là-bas. » La tristesse dans la voix du garçon était palpable. Alexandre s'accroupit à côté de lui, essayant de se mettre à sa hauteur, comme il l'avait fait ce jour-là à l'hôtel. « Théo, tu sais qui je suis ?» Le garçon secoua la tête négativement. « Vous êtes le propriétaire de la grande maison. Maman a dit que vous êtes important. Je suis plus que ça. Je suis... » Il hésita, se souvenant de la promesse faite à Sophie. Mais les mots voulaient en sortir. « Je veux que tu saches que tu es très important pour moi. Et tout ce que je veux, c'est que tu sois heureux ici. » « Mais je ne suis pas heureux, » répondit Théo avec l'honnêteté brutale des enfants. « Je veux retourner dans ma maison. Je veux mes amis de la crèche. Je veux manger les pâtes que maman fait. » Alexandre ne sut que répondre. Il hocha simplement la tête et quitta la chambre, se sentant un échec complet en tant que père. Sophie observait tout de loin, le cœur brisé. Elle voyait son fils dépérir dans cet environnement froid, voyait Alexandre essayer et échouer à se connecter, et se sentait impuissante. Elle-même était perdue dans cette demeure. Elle ne travaillait plus, non pas parce qu'Alexandre l'avait interdit, mais parce qu'il avait insisté sur le fait que ce n'était pas nécessaire. Elle avait tout ce dont elle avait besoin. Des cartes de crédit sans limite, l'accès à des chauffeurs, la liberté de sortir quand elle le voulait. Mais c'était une liberté illusoire, car chaque fois qu'elle essayait de faire des plans, chaque fois qu'elle pensait emmener Théo pour une simple promenade, des gardes du corps discrets les accompagnaient. Des yeux surveillaient. Alexandre ne disait jamais explicitement qu'il la surveillait, mais la présence constante de son équipe montrait clairement qu'ils n'étaient pas libres. Ils étaient contrôlés. C'est lors d'un de ces après-midi étouffants que Sophie reçut un appel inattendu. C'était Madame Martel, de la direction de l'hôtel à Lyon, avec une nouvelle surprenante. Un investisseur parisien, Julien Fournier, était intéressé à embaucher Sophie pour gérer un nouveau projet hôtelier qu'il lançait à Lyon. Il avait entendu parler de son éthique de travail, de son dévouement, et voulait discuter personnellement d'une proposition. Sophie resta sans voix. Une opportunité professionnelle, une chance de reconstruire sa carrière, d'avoir à nouveau quelque chose qui lui appartienne. Mais elle savait aussi qu'Alexandre ne le permettrait jamais. Il la voulait là, dans sa demeure, disponible, contrôlable. Malgré tout, elle accepta de fixer le rendez-vous. Elle n'en parla pas à Alexandre. Elle sortit simplement un matin disant qu'elle allait faire du shopping avec Théo et alla rencontrer Julien dans un café discret du centre de Lyon. Julien Fournier était l'opposé d'Alexandre en tout point. Il avait une quarantaine d'années, des cheveux blonds légèrement grisonnants, un sourire facile et une informalité qui contrastait avec la rigidité des cadres que Sophie avait l'habitude de voir. Il expliqua le projet, un hôtel-boutique axé sur la durabilité et l'hospitalité humanisée. Il voulait quelqu'un qui comprenne que le luxe n'était pas seulement du marbre et des lustres, mais un accueil sincère. Il offrit à Sophie un poste de direction
avec un salaire généreux et une autonomie créative. C'était tout ce dont elle avait toujours rêvé professionnellement, mais il y avait un problème évident. « Je ne sais pas si je peux accepter », dit-elle honnêtement. « Ma situation personnelle est compliquée. » Julien se pencha légèrement en avant, les yeux bienveillants. « Je sais qui est Alexandre Beaumont, et j'imagine qu'il ne serait pas ravi que vous travailliez pour un concurrent. Mais, Sophie, vous êtes trop talentueuse pour rester enfermée dans une cage dorée. Pensez à la proposition. L'offre tiendra jusqu'à ce que vous soyez prête. » Cette conversation planta une graine en Sophie, une graine de possibilités, de liberté, de nouveau départ. Elle n'en mentionna rien à Alexandre à son retour, mais il remarqua quelque chose de différent en elle, une lueur dans le regard, une détermination qu'il n'avait pas vue depuis des semaines, et cela le dérangea profondément. « Où étais-tu » demanda-t-il ce soir-là, quand Théo dormait déjà. « À Lyon, pour régler quelques affaires concernant l'appartement. » Seul, avec Théo. Alexandre savait qu'elle mentait. Il le savait parce qu'il avait accès au rapport des gardes du corps. Il savait qu'elle avait rencontré Julien Fournier, un investisseur qui tentait depuis des mois de percer sur le marché hôtelier lyonnais, en concurrence directe avec les intérêts de Beaumont. La jalousie et la colère se mêlèrent de manière toxique en lui. « Julien Fournier » dit-il, le nom sortant comme une accusation. Sophie se figea. « Comment tu crois vraiment que je ne sais pas tout ce qui se passe autour de toi? Tu crois que je te laisserai te promener sans protection? » « Protection » répéta-t-elle, incrédule. « Tu veux dire surveillance. Tu me surveilles. Je protège ce qui est à moi. Je ne suis pas à toi, Alexandre, et ton fils n'est pas une propriété non plus. Nous ne sommes pas des objets que tu peux contrôler. Tu as rencontré un de mes concurrents, un homme qui veut s'implanter sur mon marché, et tu me dis qu'il n'y a rien de mal à ça? Il m'a offert un emploi, une chance de reconstruire ma carrière, quelque chose que tu détruis en me forçant à venir ici. Je ne t'ai pas forcé, tu as choisi de venir. Tu m'as fait chanter, explosa Sophie. Tu as menacé de m'enlever mon fils. Ce n'est pas un choix, c'est de la coercition. Le silence qui suivit fut lourd. Alexandre savait qu'elle avait raison. Il savait qu'il avait utilisé son pouvoir de manière cruelle. Mais l'admettre signifiait admettre qu'il était exactement comme le père qu'il méprisait, contrôlant, manipulateur, incapable d'aimer sans posséder. « Tu ne travailleras pas pour Julien Fournier, dit-il finalement, la voix basse mais ferme. Et qui va m'en empêcher? Moi. Si nécessaire, j'utiliserai mes ressources pour m'assurer qu'il n'obtienne pas les permis pour son hôtel. J'utiliserai mon influence pour garantir que le projet ne voit jamais le jour. Et tu sais que je peux le faire. » Sophie le regarda avec un mélange de dégoût et de pitié. « Tu n'as pas changé. Tu es toujours le même homme froid qui m'a chassé alors que j'étais enceinte. Tu es toujours le même homme qui choisit le contrôle plutôt que l'amour. » Elle se tourna et sortit, laissant Alexandre seul avec ses propres mots résonnant dans la pièce, vide. Pour la première fois depuis longtemps, il se vit dans le reflet du miroir et n'aima pas ce qu'il vit. Les jours qui suivirent furent marqués par une guerre silencieuse au sein de la demeure. Sophie parlait à peine à Alexandre, se limitant au strict nécessaire. Il tentait de se rapprocher de Théo, mais il y avait une raideur dans ses tentatives que le garçon sentait et rejetait instinctivement. La situation était insoutenable jusqu'à ce que quelque chose d'inattendu se produise. Théo tomba malade. Cela commença par une légère fièvre que Sophie prit pour un simple rhume. Mais en texant quelques heures, la température monta dangereusement. Le garçon se mit à trembler, à délirer, à appeler sa mère même en étant dans ses bras. Sophie paniqua. Elle appela la pédiatre privée qu'Alexandre gardait de garde, mais rien ne semblait faire effet. La fièvre ne baissait pas. Théo pleurait, demandant de l'eau, des câlins, demandant que la douleur cesse. Alexandre, entendant les pleurs de son fils résonner dans les couloirs, laissa tout tomber dans son bureau et monta en courant. Il trouva Sophie tenant Théo dans ses bras, les yeux embués de larmes, la voix murmurant des mots de réconfort qui ne semblaient pas atteindre le garçon dans son état fiévreux. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Alexandre, la voix chargée d'une inquiétude sincère. « Il a une très forte fièvre. Le médecin dit que c'est une infection, mais les médicaments ne font pas encore effet. Elle a dit de surveiller et de l'emmener à l'hôpital si ça ne s'améliore pas dans les prochaines heures. » Alexandre regarda son fils, si petit et vulnérable,
et ressentit une peur qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ce n'était pas la peur de perdre des affaires ou de l'argent, c'était la peur de perdre ce garçon qu'il connaissait à peine mais qui occupait déjà une place immense dans son cœur. « Laisse-moi le prendre », dit Alexandre en tendant les bras. Sophie hésita. Elle ne savait pas si Théo accepterait, si cela n'aggraverait pas la situation. Mais elle était épuisée, et peut-être, en ce moment de fragilité, 2 personnes pour s'occuper de lui valaient mieux qu'une. Alexandre prit Théo dans ses bras avec précaution, comme s'il tenait quelque chose d'extrêmement fragile. Le garçon gémit mais ne résista pas. Il avait trop chaud pour résister à quoi que ce soit. Alexandre marcha dans la chambre, le berçant, doucement, et sans réfléchir se mit à fredonner une vieille mélodie. C'était la même chanson que sa grand-mère lui chantait quand il était enfant et faisait des cauchemars. Une simple berceuse, en italien, qui parlait d'étoiles, de lune et de rêves paisibles. Sophie s'arrêta, surprise. Elle n'avait jamais entendu Alexandre chanter, ne l'avait jamais vu si humain, si dépouillé de ses armures. Et il y avait quelque chose dans sa voix, rauque et fausse, mais chargée d'une tendresse qu'elle ne le croyait pas capable de ressentir, qui la toucha profondément. Théo, même fiévreux, sembla se calmer légèrement au son de sa voix. Ses petits yeux se fermèrent quelques instants, sa respiration toujours irrégulière mais moins agitée. Alexandre continua de chanter, marchant dans la chambre, et pour la première fois depuis qu'il était devenu père, il sentit qu'il était vraiment présent. Pas en tant que milliardaire, pas en tant que propriétaire de la demeure, mais en tant que père. Simplement père. La nuit fut longue. Sophie et Alexandre se relayèrent aux côtés de Théo, appliquant des compresses froides, offrant de l'eau, administrant les médicaments selon les instructions du médecin. À un moment de la nuit, alors que Sophie s'était assoupie d'épuisement, dans le fauteuil à côté du lit, Alexandre se retrouva seul avec son fils. Il regarda ce petit visage, ses joues rougies par la fièvre, ses cheveux collés au front en sueur, et sentit quelque chose se briser en lui. Toutes les barrières qu'il avait construites pendant des années s'effondrèrent d'un coup. « Pardon », murmura-t-il, la voix étranglée. « Pardon de ne pas avoir été là quand tu es né. Pardon de ne pas avoir soutenu ta mère quand elle avait peur. Pardon d'être un père si inutile maintenant. Je ne sais pas comment faire, Théo, je ne sais pas comment être ce dont tu as besoin. Mais je jure que je vais apprendre. Je jure que je vais essayer d'être meilleur. » Théo n'entendit pas ces mots. Il dormait profondément, la fièvre commençant enfin à baisser grâce aux médicaments. Mais Sophie entendit. Elle s'était réveillée au milieu de cette déclaration murmurée et était restée immobile dans le fauteuil, les yeux fermés, feignant de dormir encore, mais enregistrant chaque mot qu'Alexandre disait. Et pour la première fois depuis son retour dans cette maison, elle sentit un filet d'espoir. Peut-être, juste peut-être, y avait-il encore quelque chose d'humain à l'intérieur de cet homme de glace. Quand l'aube arriva, Théo se réveilla avec une faible fièvre et demanda de l'eau. Alexandre lui tendit le verre avec des mains tremblantes de soulagement. « Maman dort, murmura-t-il. Je vais te faire de la bouillie. »« Tu aimes la bouillie ?» Théo acquiesça faiblement. « Maman fait de la bouillie d'avoine avec du miel. Alors c'est ce que je vais faire. » Alexandre descendit à la cuisine, déconcertant la cuisinière qui ne l'y avait jamais vu que pour donner des ordres. Il chercha les ingrédients, suivit une recette trouvée sur son téléphone et prépara une bouillie un peu ratée avec des grumeaux et un peu fade. Mais quand il l'apporta à Théo et vit le garçon en manger quelques cuillerées, il ressentit une satisfaction qu'aucune affaire de plusieurs millions d'euros ne lui avait jamais procurée. Au cours des jours suivants, alors que Théo se remettait lentement, Alexandre fut présent d'une manière qui surprit tout le monde. Il lisait des histoires à son fils, même si sa voix semblait trop formelle et sans la bonne intonation. Il s'asseyait à côté du lit et regardait des dessins animés, essayant de comprendre pourquoi ces personnages colorés étaient si importants. Il aidait Sophie avec les tâches simples, comme changer les draps ou préparer des soupes. Et dans chaque geste maladroit, dans chaque tentative désordonnée, il y avait quelque chose de sincère, quelque chose qui essayait de naître. Un soir, alors que Théo allait beaucoup mieux et jouait avec des petites voitures sur le tapis de sa chambre, il regarda Alexandre et demanda « Tu vas toujours habiter ici avec nous ?» Alexandre regarda Sophie qui observait depuis la porte, puis de nouveau son fils. « J'habite ici, Théo, c'est ma maison. Mais tu ne dors pas dans la même.
Chambre que maman. Les papas de mes amis dorment dans la même chambre. Le silence fut embarrassant. Alexandre ne savait pas comment expliquer cette dynamique compliquée à un enfant de 4 ans. Ce fut Sophie qui répondit, avec douceur. « Chaque famille est différente, mon amour. L'important, c'est que tous ceux qui habitent ici tiennent les uns aux autres. » Théo sembla accepter cette explication, mais il y avait un regard pensif dans ses yeux, comme s'il traitait quelque chose de plus grand qu'il ne pouvait verbaliser. Plus tard, quand le garçon s'endormit enfin, Sophie et Alexandre se retrouvèrent seuls dans le couloir. Elle le fixa avec une expression qu'il ne put interpréter complètement. « Tu as été différent cette semaine, » dit-elle, brisant le silence. « Avec lui, avec Théo. » Alexandre s'adossa au mur, épuisé d'une manière qui n'était pas physique. « J'ai réalisé quelque chose quand il était malade. J'ai réalisé que je pourrais le perdre avant même de le connaître vraiment. Et ça m'a terrifié plus que tout ce que j'ai jamais affronté en affaires. »« C'est peut-être un début, » répondit Sophie. « Peut-être le début de ta compréhension que être père, ce n'est pas contrôler, c'est être présent, c'est être assez vulnérable pour montrer que tu tiens à lui. » Alexandre la regarda vraiment, et vit non seulement la femme qu'il avait aimée 4 ans plus tôt, mais la mère qui avait élevé seule son fils, la survivante qui avait reconstruit sa vie sur des décombres, la femme forte qui ne s'était pas pliée même face à sa propre arrogance. « J'ai été un idiot, » dit-il simplement, « sur tellement de choses, mais surtout en ne te croyant pas alors que c'était la seule chose que j'aurais dû faire. » Sophie sentit des larmes lui brûler les yeux, mais ne les laissa pas couler. Il était trop tard pour des excuses faciles, trop tard pour réparer le passé. Mais peut-être, juste peut-être, n'était-il pas trop tard pour construire quelque chose de nouveau sur les ruines. Les semaines qui suivirent la maladie de Théo apportèrent un changement subtil mais perceptible dans la dynamique de la demeure Beaumont. Alexandre commença à rentrer plus tôt du travail, annulant parfois des réunions pour dîner avec son fils. Ce n'était pas parfait. Il trébuchait encore dans les conversations simples, ne comprenait toujours pas les blagues que Théo racontait de l'école, offrait encore des cadeaux coûteux quand le garçon voulait simplement sa présence, mais il y avait un effort, une tentative sincère, et Théo, avec la capacité de pardon infini des enfants, commença à s'ouvrir timidement à cet homme grand qui cessait peu à peu d'être un étranger. Sophie observait tout avec un mélange d'espoir et de prudence. Une partie d'elle voulait croire qu'Alexandre changeait vraiment. Une autre partie, marquée par des années de douleur, s'attendait encore à ce que ce ne soit qu'une phase, qu'il redevienne bientôt le milliardaire froid et contrôlant qu'il avait chassé enceinte. Elle-même se sentait toujours comme une prisonnière élégante. Elle avait tout matériellement, mais rien de ce qui comptait vraiment. Elle n'avait pas d'autonomie, pas de but autre que d'être mère. Et bien qu'elle aimât Théo inconditionnellement, elle sentait qu'elle perdait des morceaux d'elle-même dans cet environnement étouffant. C'est par un après-midi pluvieux d'octobre, alors qu'Alexandre était en voyage d'affaires et que Théo était à l'école, que Sophie décida enfin de trier quelques cartons qui avaient été apportés de son appartement de Lyon. Ils étaient stockés dans le débarras de la demeure, intacts depuis le déménagement. Elle avait besoin de faire quelque chose qui la relie à la vie, qu'elle avait eue avant que tout ne s'effondre à nouveau. Parmi de vieux vêtements et des livres poussiéreux, elle trouva une petite boîte qu'elle ne reconnut pas immédiatement. En l'ouvrant, elle découvrit qu'il s'agissait d'affaires de sa propre mère, conservées par son père et dont elle avait hérité à sa mort des années plus tôt. Sophie n'avait jamais eu le courage d'ouvrir cette boîte. C'était rouvrir les blessures d'un abandon qu'elle n'avait jamais compris. Mais ce jour-là, peut-être parce qu'elle se sentait particulièrement vulnérable, elle décida d'affronter le passé. À l'intérieur de la boîte se trouvaient des photographies jaunies, quelques bijoux simples et, au fond, un carnet à la couverture usée. C'était un journal intime, le journal de sa mère. Sophie s'assit sur le sol froid du débarras et commença à lire, les mains tremblant légèrement. Les premières pages parlaient de la relation de ses parents, de la découverte de la grossesse, du mariage précipité. Sa mère écrivait sur la peur de ne pas être à la hauteur, sur la pression d'une vie qu'elle n'avait pas choisie. Puis vinrent les notes sur la naissance de Sophie, des descriptions pleines d'amour et de tendresse. Mais peu à peu, au fil des pages, le ton changeait. Une mélancolie profonde apparaissait, un sentiment d'étouffement, de perte de sa propre identité au milieu des exigences d'être épouse et mère.
Le père de Sophie était décrit comme un homme bon, mais émotionnellement absent, incapable de voir sa femme comme autre chose qu'une fonction. La dernière entrée du journal fut écrite 2 jours avant sa disparition. Elle disait « J'aime ma fille plus que ma propre vie. Mais je meurs un peu plus chaque jour à l'intérieur. Si je reste, je me perdrai complètement. Si je pars, je serai égoïste et cruel. Il n'y a pas de bon choix, seulement des choix impossibles. Que Dieu me pardonne. » Sophie referma le carnet, les larmes coulant maintenant librement. Sa mère ne l'avait pas abandonnée par manque d'amour. Elle était partie parce qu'elle se brisait, parce qu'elle était perdue, parce qu'elle ne savait pas comment être tout ce qu'on attendait d'elle sans cesser d'être elle-même. Et soudain, Sophie comprit. Elle comprit le désespoir silencieux que sa mère avait porté. Elle comprit pourquoi, parfois, fuir semble être la seule façon de survivre, et elle comprit avec une clarté douloureuse qu'elle suivait le même chemin. Elle se perdait dans cette demeure. Elle devenait une ombre, une version effacée de qui elle était vraiment. Et si elle continuait ainsi, vivant dans cette prison dorée, il ne resterait finalement rien d'elle à part le rôle qu'Alexandre attendait qu'elle joue, mère de son fils, présence commode, plus jamais femme, plus jamais Sophie. Ce soir-là, quand Alexandre rentra de voyage, elle l'attendait dans le grand salon. Ce n'était plus la femme soumise qui acceptait tout en silence. C'était la femme qui avait appris de l'histoire de sa propre mère que certains choix, aussi difficiles soient-ils, doivent être faits avant qu'il ne soit trop tard. « Alexandre, il faut qu'on parle. » Il perçut quelque chose de différent dans sa voix, une détermination qui n'était pas là auparavant. Il s'assit dans le fauteuil en face, desserrant sa cravate, attentif. « À propos de quoi ? » « De nous, de tout ça, de ce que nous faisons de nos vies. » Alexandre fronça les sourcils. « De quoi parles-tu ? Je ne peux pas continuer comme ça, » dit Sophie, la voix ferme malgré le tremblement de ses mains. « Je ne peux pas vivre dans cette maison comme une prisonnière bien traitée. Je ne peux pas voir mon fils grandir dans un environnement où l'amour est confondu avec le contrôle. Je ne peux pas me perdre à nouveau. »« Tu as tout ici, » argumenta Alexandre. Mais il y avait une attitude défensive dans son ton. Théo a tout, l'éducation, la sécurité, le confort. Mais il n'a pas la liberté, le coupa Sophie. Et moi non plus. Tu nous as amenés ici sous la menace. Tu fais surveiller nos moindres faits et gestes. Tu contrôles chacun de nos mouvements. Ce n'est pas de l'amour, Alexandre. C'est de la possession. Je vous protège. Tu nous emprisonnes. Et si tu continues comme ça, un jour Théo grandira et réalisera que son père est exactement comme le tien l'a été. Distant, contrôlant, incapable d'aimer sans étouffer. Les mots frappèrent Alexandre comme des coups de poing. Il se leva brusquement, marchant jusqu'à la fenêtre, le dos tendu. « Qu'est-ce que tu veux de moi ? Je veux que tu détruises ce contrat qui nous a amenés ici. Je veux que tu nous laisses partir, que tu nous donnes la liberté de choisir si nous voulons rester. Non pas parce que nous y sommes obligés, mais parce que nous le désirons vraiment. Tu veux partir, constata-t-il, la voix basse et chargée de douleur. Je veux avoir la possibilité de partir. Je veux que tu me fasses assez confiance pour me donner ce choix. Parce que tant que je serai ici par coercition, rien de ce que nous construirons ne sera réel. Ce ne sera qu'une farce soutenue par ta peur de perdre. » Alexandre se retourna, et pour la première fois depuis longtemps, Sophie vit des larmes dans ses yeux. Pas des larmes qui coulaient, mais là accumulées, menaçant de déborder. « Si je te laisse partir, tu ne reviendras pas. Tu emmèneras mon fils et je vous perdrai tous les deux. »« Si tu nous laisses partir et que nous ne revenons pas, répondit Sophie doucement, c'est que nous n'avons jamais vraiment été à toi, parce que tu n'as jamais conquis notre présence. Tu as seulement acheté notre emprisonnement. » Le silence qui suivit fut long et lourd. Alexandre regardait la femme en face de lui, la femme qu'il avait aimée, perdue et retrouvée, et réalisa qu'elle avait raison. Il avait répété les erreurs de son père. Il avait utilisé le pouvoir là où il aurait dû utiliser l'empathie. Il avait utilisé le contrôle là où il aurait dû utiliser la confiance. Et maintenant, il était face à un choix qui définirait non seulement leur avenir, mais qui il était vraiment. « J'ai peur, » admit-il finalement, la voix brisée. « Peur que si je te lâche, tu réalises que tu n'as pas besoin de moi, que tu n'en as jamais eu besoin. » Sophie se leva et s'approcha de lui, gardant une distance de sécurité, mais réduisant l'abîme entre eux. « Alexandre,
Tu ne sauras jamais si j'ai besoin de toi tant que tu m'obligeras à rester. Tu ne sauras jamais si ce que je ressens est réel, ou simplement de la résignation. Et Théo ne t'aimera jamais vraiment s'il grandit en sachant que son père retient sa mère prisonnière. » Ces mots furent la clé qui ouvrit enfin la porte qu'Alexandre avait gardée verrouillée si longtemps. La porte du véritable amour, celui qui exige le renoncement, la confiance, le courage de laisser partir pour que l'autre puisse choisir de revenir. Le lendemain matin, Alexandre convoqua ses avocats. Il leur ordonna de détruire l'accord qui avait amené Sophie et Théo dans sa demeure. Plus que cela, il leur ordonna de transférer une part importante de ses propriétés et de ses biens à un fonds fiduciaire au nom de Théo, avec Sophie comme administratrice jusqu'à ce que le garçon ait 18 ans. Il renoncerait au contrôle total de sa fortune. Il renoncerait au pouvoir qu'il avait toujours utilisé comme bouclier. Et il le ferait publiquement, pour qu'il n'y ait pas de retour en arrière. Quand les papiers furent prêts, Alexandre les apporta à Sophie. Elle était dans le jardin avec Théo, apprenant au garçon à planter des graines de tournesol dans de petits pots. La scène était si simple, si pleine de vie qu'Alexandre s'arrêta pour observer quelques instants. C'était cela qu'il avait perdu, c'était cela qui valait plus que n'importe quel empire. « Sophie » appela-t-il en s'approchant. Elle se leva, essuyant la terre de ses mains, tandis que Théo restait absorbé par sa tâche de jardinage enfantin. « Oui ?» Alexandre lui tendit les documents. « J'ai fait ce que tu as demandé. L'accord est annulé. Tu es libre de partir quand tu le souhaites. Et plus que ça, j'ai transféré des propriétés et des biens importants à un fonds au nom de Théo, avec toi comme administratrice. Tu n'auras pas besoin de moi financièrement. Tu n'auras besoin de personne. » Sophie prit les papiers, les lisant rapidement, incrédule. « C'est vrai ? C'est vrai. Et aussi, hésita-t-il en sortant un autre document de sa poche, voici un communiqué de presse qui sera diffusé demain. Je dissous des fusions toxiques avec des investisseurs comme Julien Fournier. Je restructure l'entreprise pour me concentrer sur la durabilité et la responsabilité sociale. Et je renonce à une part importante de mon patrimoine personnel. Je choisis d'être une meilleure personne, pas pour les affaires, pour moi-même et pour vous. » Sophie ne dit rien pendant un long moment. Elle regardait simplement cet homme qui l'avait un jour détruite et qui se tenait maintenant devant elle, vulnérable et dépouillé de toutes ses armures. « Pourquoi ?» demanda-t-elle finalement. « Parce que j'ai réalisé que je préfère te perdre en étant honnête que te garder en étant lâche. Parce que je veux que si tu restes, ce soit parce que tu l'as choisi, pas parce que je t'y ai forcé, et parce que, pour la première fois de ma vie, je comprends qu'aimer quelqu'un, ce n'est pas l'enfermer. C'est lui donner des ailes et espérer qu'il choisisse de voler à tes côtés. » Les larmes que Sophie retenait depuis si longtemps coulèrent enfin. Ce n'étaient pas seulement des larmes de douleur, mais aussi de soulagement. Le soulagement d'être enfin vue, d'être enfin respectée, d'avoir enfin la liberté qu'elle avait toujours méritée. « Je ne vais pas partir maintenant, dit-elle doucement. Non pas parce que je ne le peux pas, mais parce que je veux voir s'il y a vraiment quelque chose ici qui vaille la peine d'être construit. Je veux voir si l'homme que tu essayes d'être est réel ou juste un masque temporaire. Je te prouverai que c'est réel, promit Alexandre. Chaque jour. Pour le reste de ma vie, si tu m'en donnes la chance. » Théo, réalisant que quelque chose d'important se passait, laissa tomber ses petits pots et courut vers eux. « Pourquoi maman pleure? Elle est triste ?» Alexandre s'accroupit à la hauteur de son fils, essuyant avec tendresse une larme qui coulait sur la joue de Sophie. « Non, Théo. Elle est heureuse. Parfois, les gens pleurent quand ils sont heureux. »« Pourquoi ?» demanda le garçon, avec cette curiosité infinie. « Parce que le bonheur est si grand qu'il a besoin de sortir d'une manière ou d'une autre. » Théo réfléchit à cela, puis, avec la simplicité brutale des enfants, demanda « Tu es mon papa ?» Le silence fut absolu. Sophie regarda Alexandre, lui laissant la décision. Alexandre prit une profonde inspiration, sachant que c'était un pont qui, une fois traversé, changerait tout pour toujours. « Oui, » répondit-il, la voix étranglée. « Je suis ton papa, Théo, et je suis désolé de ne pas avoir été là depuis le début. Mais si tu me laisses faire, j'aimerais être là maintenant, et pour toujours. » Théo le regarda avec ses yeux sombres et intenses, traitant l'information. Puis, sans prévenir, il serra fort les jambes d'Alexandre. « D'accord, tu peux être mon papa.
mais seulement si tu promets de jouer aux petites voitures avec moi et de ne jamais oublier de venir me chercher à l'école. » Alexandre sentit quelque chose se briser et se reconstruire en même temps dans sa poitrine. Il serra son fils dans ses bras avec une intensité qui le surprit lui-même. « Je le promets, je promets tout ça et plus encore. » Sophie observa cette scène, père et fils enfin connectés, et sentit que peut-être, juste peut-être, il y avait de l'espoir pour eux tous. Les mois qui suivirent ne furent pas faciles. Les vrais changements ne le sont jamais. Alexandre dut réapprendre à vivre différemment. Il dut accepter qu'il ne pouvait pas tout contrôler. Il dut comprendre que la vulnérabilité n'était pas une faiblesse, mais du courage. Il commença à travailler moins, à être présent au dîner, à emmener Théo à l'école personnellement certains matins. Il participa aux réunions parents-professeurs, où il n'était qu'un père parmi d'autres, pas le milliardaire Beaumont. Il s'assit par terre dans le salon pour jouer au cube. Il regarda des films d'animation au cinéma, avec Théo mangeant du pop-corn sur ses genoux et salissant son costume coûteux de beurre. Et peu à peu, avec une patience infinie et de petits gestes quotidiens, il conquit non seulement la présence de Théo, mais son cœur. Le garçon commença à l'appeler « papa » naturellement, sans hésitation. Il se mit à courir dans ses bras quand il rentrait à la maison. Il commença à lui confier ses secrets et ses peurs, sachant qu'il serait écouté avec une attention sincère. Quant à Sophie, elle recommença à travailler. Pas pour Julien Fournier, mais sur un projet personnel. Avec l'argent du fonds fiduciaire, elle ouvrit un petit hôtel-boutique à Lyon, axé sur l'hospitalité humanisée et offrant des opportunités aux femmes en situation de vulnérabilité. C'était son rêve, construit de ses propres mains sans dépendre de personne. Alexandre la soutint, offrant des conseils quand elle le demandait, mais sans jamais interférer. Il avait appris à respecter son espace, son autonomie, sa force. Et à un moment de ce parcours de reconstruction, quelque chose changea entre eux. Ce ne fut pas soudain, ce fut progressif. Un regard prolongé pendant le dîner, une main qui se pose par hasard en couchant Théo. Une conversation honnête sur le balcon, sous le ciel étoilé, sur les erreurs passées et les espoirs futurs. Sophie réalisa qu'elle aimait encore cet homme, mais pas l'homme qu'il avait été. Elle aimait l'homme qu'il devenait. L'homme qui se levait tôt pour préparer le petit déjeuner. L'homme qui admettait ses torts. L'homme qui n'avait pas peur de pleurer. C'est par une nuit de décembre, près d'1 an après leur retrouvaille, qu'Alexandre la trouva dans la cuisine de la demeure. Il était tard et Théo dormait déjà. Sophie préparait du thé, distraite, quand elle sentit sa présence derrière elle. « Je peux te parler ?» demanda-t-il, la voix hésitante. « Bien sûr. » Alexandre ne savait pas comment dire ce qu'il avait à dire. Il ne savait pas comment verbaliser des sentiments qu'il avait réprimés si longtemps. Alors, il commença simplement, trébuchant sur les mots comme un adolescent nerveux. « Je sais que je n'ai pas le droit de demander ça. Je sais que j'ai déjà causé trop de douleur. Mais je voulais que tu saches que je t'aime. Pas comme avant, quand je confondais possession et amour. Je t'aime d'une manière qui respecte qui tu es, qui célèbre ta force, qui ne veut ni te changer ni te contrôler. Et si tu ne peux jamais me pardonner complètement, je comprends. Mais je voulais que tu le saches. » Sophie se tourna lentement, le fixant. Il y avait des larmes dans ses yeux, mais aussi un petit sourire sur ses lèvres. « Alexandre Beaumont, tu es un idiot qui a mis 4 ans à apprendre ce qu'il aurait dû savoir depuis le début. Je sais, mais tu es un idiot qui essaie, et ça signifie plus que tu ne l'imagines. Alors, il y a de l'espoir ?» Sophie fit un pas en avant, réduisant l'espace entre eux. « Il y a de l'espoir, pas pour que nous redevenions ce que nous étions. Ça, c'est mort et enterré. Mais peut-être que nous pouvons construire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort, quelque chose de vrai. » Alexandre l'embrassa. Ce ne fut pas un baiser de possession ou de désespoir, ce fut un baiser de nouveau départ, de promesses silencieuses, de 2 survivants se retrouvant après avoir traversé des tempêtes qui les avaient presque détruits. Quand ils se séparèrent, Sophie appuya son front contre le sien, respirant profondément. « Doucement, Alexandre. Allons-y doucement cette fois. »« Doucement, acquiesça-t-il. J'ai le reste de ma vie pour te prouver que j'en vaux la peine. » Et ainsi, entre des tasses de thé oubliées sur le comptoir et des rires étouffés pour ne pas réveiller Théo, ils commencèrent à reconstruire ce qui avait été brisé. Ce n'était pas parfait.
Il y avait des jours difficiles, des disputes, des moments où les fantômes du passé revenaient les hanter. Mais il y avait aussi des dimanches matins avec des crêpes brûlées qu'Alexandre insistait pour faire. Il y avait des après-midi au parc, tous les trois ensemble, jouant au ballon et faisant voler des cerfs-volants. Il y avait des soirs où, après avoir couché Théo, ils s'asseyaient sur le canapé simplement pour parler, pour partager leur journée, pour exister l'un à côté de l'autre sans masque. Et c'est dans un de ces moments simples, des mois plus tard, que Théo dit quelque chose qui allait tout changer à nouveau. Ils étaient tous les trois dans la cuisine, préparant des biscuits pour la fête de l'école. Théo était couvert de farine, riant d'une bêtise qu'Alexandre avait dite, quand il s'arrêta soudain et les regarda avec un sérieux enfantin. « On est une vraie famille maintenant. » Sophie et Alexandre échangèrent un regard. La même question résonnait dans leur cœur depuis des mois. « Oui, mon amour, » répondit Sophie, en serrant son fils dans ses bras. « Pourquoi tu demandes ?»« Parce que j'ai dessiné nous trois à l'école et la maîtresse a demandé qui était qui. J'ai dit que tu es ma maman, il est mon papa, et on est une famille. Elle a dit que c'était joli, mais je voulais être sûr. » Alexandre s'accroupit à la hauteur de Théo, prenant ses petites mains sales de farine. « Oui, nous sommes une famille. Elle n'est pas parfaite, mais c'est la nôtre. Et je te promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce soit la meilleure famille que tu puisses avoir. » Théo sourit, satisfait de la réponse, et retourna jouer avec la pâte à biscuits. Mais cette question resta en suspens dans la cuisine. Sommes-nous une vraie famille maintenant? Et la réponse, tacite mais absolue, était oui. Ils étaient une famille née non pas de la perfection, mais du choix quotidien d'être présent, de pardonner, de recommencer. Sophie regarda autour d'elle la cuisine, en désordre, son fils couvert de farine, l'homme qui l'avait un jour détruite mais qui s'efforçait maintenant chaque jour d'être meilleur, et ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Ce n'était pas la paix de l'absence de problèmes, c'était la paix de savoir que même lorsque des problèmes surviendraient, ils les affronteraient ensemble. Ce soir-là, après avoir mis Théo au lit, Alexandre et Sophie restèrent assis par terre dans le salon, adossés au canapé, regardant les lumières de la ville par la fenêtre. Ils tenaient sa main, entrelaçant leurs doigts avec précaution, comme s'ils craignaient encore qu'elle ne disparaisse s'ils serraient trop fort. « Merci, dit-il, brisant le silence. « Pourquoi ? De m'avoir donné une seconde chance, de ne pas avoir complètement renoncé à moi, de m'avoir permis d'apprendre à être père, à être humain. » Sophie posa sa tête sur son épaule. « Tu sais que ce ne sera pas toujours facile, n'est-ce pas ? Nous avons beaucoup de bagages, beaucoup d'histoires. »« Je sais, mais je préfère affronter tout ça avec toi que d'avoir une vie facile sans toi. » Ils restèrent en silence quelques minutes de plus, existant simplement l'un à côté de l'autre. Puis Sophie dit d'une voix douce mais chargée de sens, « Je t'aime, Alexandre. Pas de la même manière qu'avant, mais je t'aime tel que tu es maintenant, tel que tu essaies d'être. » Alexandre sentit des larmes lui brûler les yeux, mais cette fois il ne les retint pas. Il les laissa couler librement, nettoyant des années de froideur auto-imposée, des années d'armure dont il n'avait plus besoin. « Je t'aime aussi, et je passerai le reste de ma vie à te le montrer. » La vie qu'ils construisirent ensuite ne fut pas un conte de fées, ce fut la vraie vie, avec ses imperfections et ses défis quotidiens. Alexandre avait encore des rechutes dans des comportements de contrôle, et Sophie devait lui rappeler que la confiance se construit par des actes, pas par des mots. Théo traversa des phases difficiles à l'école, faisant face au poids du nom de Beaumont et aux attentes qui l'accompagnaient. Il y eut des disputes, des larmes, des moments où tout semblait sur le point de s'effondrer à nouveau. Mais il y eut aussi beaucoup d'amour. Un amour imparfait mais sincère. Un amour qui choisissait de rester même quand c'était difficile. Un amour qui pardonnait parce qu'il comprenait que nous sommes tous des œuvres en cours. Un amour qui n'exigeait pas la perfection, seulement la présence. Et c'est dans cet amour imparfait qu'Alexandre Beaumont, l'homme qui avait un jour bâti un empire hôtelier, mais était incapable de construire un foyer, comprit enfin la leçon la plus importante de toutes. Le seul héritage qui vaille vraiment quelque chose n'est pas celui qu'on laisse dans les testaments ou les comptes en banque. C'est celui qu'on construit dans les moments simples, dans les câlins serrés avant de dormir, dans les rires autour de la table du petit déjeuner, dans les mains enlacées lors des promenades au parc, dans les histoires racontées avec des voix amusantes,
dans les larmes essuyées avec tendresse, dans le choix quotidien d'aimer, même quand aimer est difficile. Théo grandirait en sachant que ses parents n'étaient pas parfaits. Il grandirait en sachant qu'ils s'étaient perdus et retrouvés, qu'ils avaient commis de graves erreurs et en avaient tiré des leçons. Mais il grandirait aussi en sachant que, malgré tout, ils avaient choisi de se battre pour leur famille. Ils avaient choisi d'être présents. Ils avaient choisi l'amour plutôt que l'orgueil. Et ce serait le véritable héritage qu'il porterait pour le reste de sa vie. Des années plus tard, quand Théo serait adolescent, il trouverait le journal de la grand-mère qu'il n'avait jamais connu, celui que Sophie avait précieusement gardé. Il lirait ses peurs, ses choix impossibles, la douleur de se perdre en essayant d'être tout pour tout le monde, et il comprendrait que sa mère avait brisé ce cycle, qu'elle avait choisi de rester, mais avec dignité, qu'elle avait enseigné à son père, par sa propre force, qu'aimer n'est pas emprisonné, et que son père, aussi imparfait soit-il, avait appris la leçon et était devenu un homme meilleur grâce à cela. Et peut-être, quand viendrait son tour d'aimer quelqu'un, Théo se souviendrait de tout cela. Il se souviendrait que le véritable amour ne consiste pas à contrôler ou à posséder. Il consiste à respecter, à donner la liberté, à choisir d'être aux côtés de quelqu'un jour après jour, non par obligation mais par désir sincère. Il consiste à construire un foyer non pas de marbre et d'or, mais de présence et de vérité. Dans cette cuisine luxueuse, où tant de drames s'étaient déroulés, entre les rires d'un enfant et les tentatives maladroites de préparer des dîners, entre les discussions honnêtes et les réconciliations sincères, c'est là que la véritable richesse s'épanouit. La richesse qui ne se mesure pas en valeur nette, mais en câlin, en pardon, en seconde chance, en amour qui résiste au temps et aux erreurs. Alexandre Beaumont apprit enfin que certaines choses ne peuvent être ni achetées, ni contrôlées. Certaines choses doivent simplement être cultivées avec patience, arrosées avec humilité et récoltées avec gratitude. Et tandis qu'il regardait son fils grandir fort et confiant, tandis qu'il tenait la main de la femme qu'il avait failli perdre à jamais, tandis qu'il regardait autour de lui et voyait non pas une demeure mais un foyer, il comprit qu'il avait enfin trouvé ce qu'il avait cherché toute sa vie. Ce n'était pas au sommet des gratte-ciel, ce n'était pas dans les salles de réunion, ce n'était pas dans les succès commerciaux, c'était là, dans ce moment simple, dans cet amour imparfait, dans ce choix quotidien d'être meilleur. Et cela, découvrit-il, était tout ce qui comptait vraiment. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire d'Alexandre et Sophie a touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce parcours de nouveau départ, de pardon et de transformation, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire. Chaque jour, nous vous proposons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine, qui nous enseignent les secondes chances et le pouvoir du véritable amour. Nous vous attendons au prochain épisode avec une autre histoire qui saura vous émouvoir.